Déjà, depuis tout petit, moi, ma mère me disait, oui, tu tapais toujours dans un ballon. Et moi, j'aimais ça. Donc, contre les murs, je cassais beaucoup de choses à la maison. Mais voilà, je pense que ma passion est née aussi petit à petit grâce à mes frères et mon père. Et ben, quand tu montes en professionnel, ben, c'est à toi aussi de montrer que tu es prêt à répondre à l'exigence du haut niveau. Quand on est rentré sur le terrain, tout ce qu'on avait envie, ben, c'est de se donner. C'est de se donner pour le coach, c'est de se donner pour le public, c'est de se donner pour le club. Frappe, poteau rentrant, le stade éteint. Éteint. Et quand il va célébrer, mais c'était... Ah, moi, je pense que c'était même plus beau que le but. Il va célébrer parce qu'en plus, il longe le banc de Nancy en faisant ça. Donc, je lui mets un non catégorique. Je lui dis non, c'est pas possible. Impossible que je signe à Nancy, coach. Je suis créé cette unité-là pour faire une grosse saison. Et même si on a des hauts et des bas, il faut se dire que bon, tout ne vient pas naturellement. Il faut du travail. C'est du travail sur plusieurs années. Et là, on est en train de construire quelque chose de costaud, en espérant qu'on validera la montée dans les prochaines semaines. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans les locaux de Windman Jazelu. Je remercie encore mon père Stéphane Jaskowiak pour nous laisser ses locaux pour ce genre d'interview. Et aujourd'hui, je suis avec un ancien joueur du FC Metz, que dire, une légende du FC Metz pour moi, et un joueur actuel du CSE dans Ardennes, Yenine Bakoto. Comment ça va, Yenny? Salut, ça va très bien, merci et toi? Ça va, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Ça fait plaisir. Donc on va faire une petite interview qui va retracer un peu toute ta vie. Et allez. Du coup, la première question, c'est, tu as grandi à Besançon avant de rejoindre très jeune le FC Metz. Comment est née ta passion pour le football? Est-ce que tu avais déjà ce profil offensif quand tu étais plus jeune? La passion pour le football, je pense que déjà j'ai trois grands frères qui jouaient aussi au football, mon père qui joue au football, donc c'est forcément on était un peu baigné dedans, quoi. Donc c'était un petit peu voilà mon chemin. Et puis déjà depuis tout petit, moi ma mère me disait, oui, tu tapais toujours dans un ballon. Et moi j'aimais ça, donc contre les murs, je cassais beaucoup de choses à la maison. Mais voilà, je pense que ma passion est née aussi petit à petit grâce à mes frères et mon père. Et oui, profil offensif, je pense que j'aimais déjà marquer des buts étant petit, j'aimais célébrer, donc voilà pourquoi voilà, je pensais que j'allais devenir un joueur qui était plus à vocation offensive. Ok, et ton père, il était professionnel aussi ou... Non, il n'a pas joué professionnel, mais il a beaucoup joué et longtemps. D'après ses dires, il était très bon. Je peux pas le vérifier, mais voilà, apparemment il était très bon. Donc après, il avait aussi un profil offensif comme il toi. avait aussi un profil offensif, oui. Après, j'ai mes frères aussi qui ont joué aussi un peu des profils offensifs, sauf un qui était un peu plus défenseur, polyvalent et dira. Mais voilà, donc j'ai un peu suivi le chemin de mes grands frères et puis de mon père. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres sports aussi qui te passionnaient quand tu étais petit ou c'était vraiment que du foot? Non, franchement, c'était vraiment que le foot. Je suivais que le foot. C'était voilà, je me réveillais, c'était football, je dormais, c'était football. Après, j'aimais beaucoup aussi le basket. Mes frères, de temps en temps, ils jouaient au basket, que ce soit dans la cour de récréation, etc. Donc voilà, j'aimais aussi un petit peu le basket, mais voilà, c'est plus football. Ok. Ensuite, très jeune, plusieurs grands clubs européens s'intéressent déjà à toi. Comment tu as vécu cette période et pourquoi après tu as choisi le FC Metz? Parce que j'ai lu, il y avait quelques grands clubs européens qui te voulaient. Comment tu l'as vécu à ce moment-là? Pour être franc, franchement, à cette époque-là, je savais pas exactement ce que c'était qu'un grand club s'intéresse à toi. Donc c'est forcément flatteur maintenant parce que on connaît les grands clubs, donc je suivais beaucoup le foot, mais voilà, c'était pas quelque chose en gros qui m'intéressait entre guillemets. Et moi, pourquoi j'ai continué avec le FC Metz? Parce que déjà, étant jeune, c'est le premier club qui m'a donné ma chance, qui m'a ouvert les portes de la préformation, ensuite de la formation. Donc pour moi, c'était logique qu'après avoir quitté mes parents, toutes ces personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont ouvert les portes, c'était logique de continuer avec elles, de progresser, de grandir en tant qu'homme avec ces personnes-là. Donc voilà pourquoi j'ai continué mon cursus au FC Metz. Ok, et t'avais quel âge quand t'es arrivé à Metz? J'avais 13 ans. 13 ans, ouais. Ok. Je suis arrivé à l'âge de 13 Et ans. c'était pas trop dur? T'as dû quitter un peu ta famille ou ils t'ont suivi Non, j'ai quitté ma famille. Voilà, c'était un petit peu difficile pour ma mère qui disait que c'était très très jeune. Mais j'avais déjà eu une opportunité de partir en étant encore un peu plus jeune, mais cette fois-ci à Sochaux, parce que je suis de Besançon du coup. Donc Sochaux, c'est la porte à côté. Et puis là, ma mère m'avait dit que bon, c'était vraiment très jeune. Et quand l'opportunité Metz est arrivée, via mon ancien président Philippe Renard,
que je remercie d'ailleurs et qui a été un élément aussi majeur dans ma venue au FC Metz. Donc voilà, c'était une évidence. Il avait parlé avec ma mère, il avait rassuré. Et ensuite, quand on a eu les entretiens aussi avec les dirigeants de Metz, que ce soit Olivier Perrin, Sébastien Muet et Denis Schaeffer, qui était le directeur du centre, et ben c'était une évidence. Bon voilà, j'avais senti l'intérêt du club et voilà, c'était lancé. Après, la distance me faisait pas forcément peur. Donc voilà, j'ai sauté sur le bateau et puis je suis arrivé ici. Ok. Ensuite, quand tu arrives au centre de formation, au FCMS, qu'est-ce qui te marque le plus dans cette découverte du haut niveau? Bah, y a plusieurs choses qui m'ont marqué parce que bon, quand forcément tu arrives au centre de formation, tu vois il y a des générations qui étaient déjà là avant. Je pense il y avait Bassong, Gaëtan Bong, Rudy Gested, Miralem Pjanic, Thibaut Bourgeois notamment, qui étaient déjà des espoirs et qui s'entraînaient déjà avec les professionnels. Certains, enfin, ils étaient pratiquement tous en équipe de France. Donc forcément, quand tu vois que ces joueurs-là, qui étaient déjà des figures du centre de formation, qui étaient déjà amenés à être professionnels et qui s'entraînent avec le groupe pro, bah, tu te dis, bon, tu arrives au centre de formation quand même, bah, t'es pas si loin que ça, même si tu sais que tu as de la marge, même si tu sais qu'il faut que tu travailles, mais t'es pas si loin que ça. Donc ces joueurs-là que tu les côtoies, tu es avec eux des fois au quotidien, et tu te dis, bon, bah, t'as peut-être ta carte à jouer. Donc t'es peut-être pas loin du groupe professionnel, donc à toi de tout donner et de prendre exemple sur ce genre de joueurs. Et après, quand je dis il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, c'est aussi le fait de voir les personnes autour du club donc, qui y travaillent. Hein. Je parle que ce soit le directeur, mais aussi tout le personnel du club, les personnes qui font à manger, les personnes qui font le ménage, les surveillants, les éducateurs qui nous surveillaient le soir. Et ben, toutes ces personnes-là qui mettent tout en œuvre pour que tout le monde soit bien, qui pense qu'au foot et aux études, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. On était des privilégiés. Et ça, on ne se rend pas forcément compte quand on est jeune. Mais voilà, toutes ces personnes-là qui œuvrent au quotidien à ce qu'on soit dans le confort et à ce qu'on puisse être à 100%, que ce soit à l'école ou au foot, bah, c'est quand même quelque chose qui marque forcément. Et aujourd'hui, bah, toutes ces personnes-là, j'arrive encore à être en contact avec elles parce que ce sont des personnes qui m'ont aidé et qui m'ont fait grandir en tant qu'être humain, mais en tant que footballeur aussi. Et au centre de formation, c'était encore Carlo Molinari, pardon, le président. Est-ce qu'il venait souvent aussi vous voir, les jeunes? Tu as pu un petit peu discuter avec lui? Le président Carlo, c'est une légende, hein, forcément, et c'est quelqu'un qui me marquera dans sa manière de gérer justement non seulement un club, mais non seulement la formation, parce que quand tu es président d'un club, forcément, c'est l'équipe première qui prime, même si le centre de formation est aussi important. Mais je me rappelle de M. Molinari, qui venait, qui connaissait pratiquement tous nos prénoms. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Donc il venait, il n'était pas en terrain connu. Quand il disait bonjour à quelqu'un, il venait vers moi, c'était bonjour Yeni. Donc c'était pas salut jeune homme, c'était pas voilà. Donc c'était quelqu'un qui connaissait son club, c'est quelqu'un qui connaissait ses joueurs. Et c'est pas pour rien c'est une légende, c'est pas pour rien qu'il a ramené le club au plus haut niveau. Après, moi, je l'ai connu un petit peu sur la fin parce que il a pas été président longtemps quand j'étais là, mais après parce que c'est Bernard Sorel qui avait repris après. Mais quand je le croisais, en tout cas, que ce soit dans les bureaux ou dans les locaux du club, bah, il connaissait toujours tout ce qu'on avait vécu, il connaissait notre histoire, il savait d'où je venais, il me parlait de Besançon. Donc c'est quelque chose de très fort, de très très fort, et je respecterai beaucoup M. Molinari par rapport à ça. Ok. Ensuite, tu débutes avec l'équipe professionnelle du FC Metz très jeune, notamment lors d'un match contre Lyon en Coupe de la Ligue, où tu es rentré vers la fin du match. C'est ça. Quel souvenir tu gardes de cette première apparition en pro? C'était à la place de Julien Cardi, je crois, j'avais vu. Alors là, je sais plus du tout. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu en gardes de ce souvenir? C'était une défaite, je crois, en Coupe de la Ligue. Oui, c'est ça. Ouais. On avait pris 3-0 quand même à Lyon, à Gerland. Ça va, parce qu'on en prenait des raclés à l'époque par Lyon. Vrai. Donc, mais non, ce match-là, franchement, c'était ma première. Forcément, tu te rappelles de ta première. Mais moi, ce que je me rappelle, c'était forcément la convocation. Donc, je ne m'attendais pas à jouer. Je m'attendais à juste faire le voyage, compléter entre guillemets la liste. Et voilà, quand je vais à l'échauffement, bon, déjà, aller à l'échauffement, c'est quelque chose. Quand tu vois le stade de Gerland, c'est forcément un stade que tu regardais quand tu étais jeune. Tu voyais les matchs de Ligue 1, enfin de D1, Ligue 1. Et voilà, et là, être acteur principal de
de ces matchs-là, ben, ça fait quand même quelque chose. Je savais que tous mes amis de Besançon, ou bien même les amis que j'avais au centre de formation, étaient derrière l'écran pour pouvoir regarder ce match-là. Donc quand je suis rentré en jeu, ben, je ne me suis pas posé de questions, j'ai essayé de donner le maximum que je pouvais. Et, euh, et voilà, tu te retrouves à jouer contre des Chris, des Lisandro Lopez, voilà, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc voilà, pour une première, à Gerland, même si tu perds le match 3-0, ben c'est un événement qui a été inoubliable. Et c'était qui l'entraîneur au moment-là? C'était Yvon Pouliquin. Ouais, c'était Yvon Ouais, c'était Yvon Pouliquin. Pouliquin, ouais. Ok, t'avais quoi comme relation un petit peu avec lui aussi? Bah, Yvon, c'était très très bonne, franchement. Moi, quand je suis monté avec les professionnels, il m'a tout de suite bien accueilli. Voilà, c'était le coach des pros. Il avait pas son temps non plus voilà, à faire les sentiments. Donc lui, voilà, il avait une équipe à gérer, il avait des joueurs à gérer. Et ben, quand tu montes en professionnel, ben, c'est à toi aussi de montrer que tu es prêt à répondre à l'exigence du haut niveau. Et Yvon m'a aidé aussi par rapport à ça. S'il a fait appel à moi à un moment donné pour jouer ce match-là, parce que je pense qu'en plus on avait une double confrontation ce match-là, je pense qu'on jouait Lyon et ensuite on allait dans le sud, je sais plus si c'était Tours ou je sais plus, mais enfin bon. Il y avait Diafra Sakho et moi en plus, on avait commencé, on avait débuté ensemble. Donc c'est que quelque part, ben, le coach te fait confiance, il te montre que tout le travail que tu as pu effectuer, que ce soit en préfo, en centre de formation et avec eux à l'entraînement, bah, c'est une sorte de récompense de pouvoir t'appeler là à ce moment-là. Et voilà, j'avais une très bonne relation avec lui, même quand il était là et même quand il est parti. Aujourd'hui, quand je croise Yvon Pouliquin, bah, on se serre la main, on discute un peu Il des. habite dans le coin ou... Je sais pas du tout, ouais, Non, mais non. je l'avais croisé une fois au trophée UNFP. Je l'avais croisé là à ce moment-là. En plus, il était agent aussi, donc je l'avais eu aussi quelques fois au téléphone parce qu'il faisait agent. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai une bonne relation. Oui. Ok, je voulais revenir aussi, avant l'équipe première, il y a eu une saison marquante, j'avais parlé aussi avec Gaëtan, avec la CFA2, où vous battez un record de points. Mhm. Quel souvenir tu gardes de cette génération et de cette équipe-là? Vous avez fait, je sais plus exactement, mais plus de Mhm. 100 points. Donc, Je me rappelle plus exactement combien de points on avait fait, mais je me rappelle juste que cette saison-là, elle était incroyable. Parce que, bon, c'était quoi la génération? Il y avait un peu de 92, donc ma génération, il y avait bah, les 91 de Gaëtan, les 90, avec Ilyes Adadji, Vivian Redel, Julien Faustier, bon, il y avait beaucoup de 90, et un peu de 89, il me semble aussi. Et c'est une saison où, voilà, on était en CFA, on était descendu en CFA2, et cette saison-là, voilà, on a tout simplement roulé avec José Pino en tant qu'entraîneur et c'était une très belle saison. C'était avec les joueurs avec qui aussi on partageait beaucoup aussi au centre de formation. On allait à l'école tous ensemble pratiquement. Quand c'était pas à l'école, parce qu'on était à différentes écoles, ben, c'était aux entraînements qu'on se rejoignait. Il y avait une super bonne ambiance. Donc forcément, après, quand tu as une bonne ambiance en dehors du terrain, ben, forcément sur le terrain, c'est beaucoup plus facile. Et cette saison-là nous a forcément marqué et on a fait une très très grosse saison. Et on s'en rappellera aussi toute notre vie parce qu'on en reparle encore des fois quand on se voit ou quand on s'écrit tous ensemble. On a souvent ce genre de discours-là, parler par rapport à cette saison-là, les petites anecdotes qu'on a pu avoir lors de ces saisons-là. et dans ce championnat, il y avait des équipes marquantes, peut-être des équipes, justement, autres équipes réserves de pro, ou tu Franchement, t'en rappelles plus du je me tout? rappelle plus Ou du c'était tout. un peu des Ouais, ouais, équipes un peu vraiment du niveau CFA2 ouais, je pense que c'était plus des équipes du niveau CFA2. Je me rappelle plus exactement il y Mhm. avait qui, mais ouais, c'était des équipes du niveau CFA2. En plus, quand tu joues contre des CFA2, bon, généralement, ce sont des pères de famille qui sont matures, qui travaillent à côté. Donc, il y a forcément une maturité. Nous, on était quand même assez jeunes. On n'avait pas cette maturité-là que eux, ils pouvaient avoir. Mais ce qu'on avait, nous, bah, c'était la formation, c'était voilà, la technique, c'était l'intelligence de jeu, les placements, la rapidité. On avait un peu tout ça qui compensait un petit peu le manque d'expérience. Et c'est de ça dont on a joué, c'était ça notre force. Et on a su justement élever justement ça pour pouvoir ensuite avoir des résultats et prendre un peu plus d'expérience à ce niveau-là, malgré le fait d'avoir des bonnes équipes contre qui on jouait. Après, c'était pas si facile que ça. Les matchs, on se les a rendus faciles nous-mêmes parce qu'on on était bons. Mais voilà, c'était une saison qui était assez longue. Je pense que voilà, là, on se rappelle parce que on a battu des records, mais c'était long, c'était pas facile. Et voilà, on va retenir que on a fait une grosse saison et que c'était génial. C'était des moments qu'on n'oubliera jamais. Ok, ensuite tu connais une période un peu plus compliquée avec le FC Metz, avec une descente en nationale.
comment le groupe a vécu ces moments-là de l'intérieur? Bah, c'était pas facile, hein. Moi, comme je dis, bon, je suis monté avec les pros assez tôt. Donc, je faisais un petit peu entraînement avec les pros. Et puis, des Parce fois, que le week-end, tu jouais pas voilà, beaucoup. je jouais pas non plus Parce que je me rappelle, c'était énormément. avec les Mathieu C'est Duhamel, exactement etc. ça, voilà. Donc, Ben, à ce moment-là, enfin, la première saison où je suis monté, bah, ça passait très bien. Donc, je faisais la transition avec la réserve et puis les professionnels et même des fois avec les U19. Et après, quand Dominique Bijotta est arrivé, bah, la première saison, c'était un petit peu plus compliqué. On avait battu une équipe pour pouvoir monter, mais finalement, on a joué le maintien. On s'est maintenu de justesse. Et puis, la deuxième saison, c'était un petit peu plus compliqué. De l'intérieur, bah, de ce que je voyais moi en tant que jeune, bah, c'était difficile de rentrer dans un groupe qui joue le maintien, de pouvoir s'imposer, de pouvoir montrer ses qualités. Parce que bon, on est jeune quand même, et puis bon, on ne fait pas forcément confiance à un jeune dans ces moments-là. On veut un peu plus d'expérience, on veut essayer de tenir la barque. Donc voilà, c'était pas facile. Et puis moi, de l'extérieur, je voyais un petit peu ce qui se passait. C'était mes premières années en professionnel. Voilà, c'était pas évident. Mais voilà, j'essayais d'apporter un maximum. Mais je sentais des joueurs beaucoup touchés. Des joueurs mais touché, vraiment mais est-ce touchés. que l'ambiance dans le vestiaire, elle n'était pas un peu compliquée du coup? C'était Où ils compliqué. arrivaient quand même à être soudés? Ben, c'était compliqué parce que dans le sens où il n'y avait pas les résultats. Alors qu'on avait une équipe qui était quand même bâtie pour jouer le haut de tableau. Ouais, vous aviez des bons joueurs, vous Ah, aviez il y Guerrero, avait vous Guerrero, aviez qui était, Fleurival. voilà, Guerrero qui était notre capitaine, qui avait beaucoup d'expérience en Ligue 2. Tu avais David Fleurival, comme tu dis. Bon, on avait Chergay quand même à cette époque-là. T'avais qui? T'avais Mathieu Duhamel qui marquait des buts. Maman Traoré, un 10 qui était hyper fort. Kevin Dias, qui était à Monaco, qui était venu en prêt à Metz. Et puis même à un moment, on avait même Andy Delors qui était venu nous renforcer. Donc on avait quand même une équipe qui était très costaud pour jouer la montée. Mais voilà, à l'intérieur, ben, j'ai pas senti forcément de friction entre nous, parce que je pense qu'on était assez soudés quand même entre nous, malgré les résultats. Mais voilà, les résultats ont fait que il y a eu forcément des petites tensions entre nous, le staff, les supporters, etc. Donc c'était un peu plus dur à gérer ça. Mais moi, de ma position là, voilà, j'étais nouveau, je connaissais pas encore le contexte. Moi, j'étais encore un petit peu dans les jeunes où on réussissait à peu près tout. Donc là, tu arrives un petit peu dans la difficulté du haut niveau. Et voilà, gérer ça, gérer ces émotions-là, gérer les critiques de l'extérieur, c'était pas facile. Mais je pense que bon, tout le monde a assumé son rôle, tout le monde a pris ses responsabilités, que ce soit le staff ou les joueurs. On a su prendre nos responsabilités, même si l'issue a été malheureuse. Ok, ensuite, la saison en national reste un moment très fort, malgré tout, dans l'histoire récente du FC Metz. Comment tu as vécu cette année-là, humainement et sportivement, et ta relation avec Albert Cartier? Parce que, malgré tout, on a quand même fait une super saison, on finit deuxième. Il y a des équipes assez atypiques aussi qu'on a jouées. Moi, je me rappelle des matchs au stade, Le Poiret-sur-Vie, Uzès Pont-du-Gard. C'est vrai, non, c'était vraiment atypique. Et du coup, je voulais savoir ton sentiment par rapport à cette saison. Ah, en fait, c'était un sentiment un peu mitigé parce que bon, moi, j'avais connu 2 ans avant déjà un petit peu le groupe, enfin 2 ans et demi, 3 ans, hein, le groupe professionnel. Donc, je savais un petit peu, c'était le groupe professionnel. Mais là, en fait, je descends au plus bas et quand tu vois autour de toi le club pas qui meurt, mais c'est la première fois en national. Donc, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc, c'était compliqué. Mais nous, en fait, nous jeunes, bizarrement, on était un petit peu contents parce que c'était notre tour en fait. Oui, c'était vous qui étiez voilà, le projet. C'était nous qui étions le projet, c'était nous qui Ouais. allait être mis en avant. Nous, en fait, c'est quelque chose qu'on connaissait, donc on s'est dit, si ça se passe comme ça, on va aller en pro avec toute notre bande de potes, etc. On peut faire quelque chose. Et au final, bon, Albert Cartier arrive. On s'est dit bon, qu'est-ce qui va se passer? Albert Cartier, connu, un mec militaire, carré, il laisse rien passer. Avec une bande de jeunes, on s'est dit oula, on va souffrir quoi. On va souffrir, mais c'était voilà, comme j'ai dit, c'était un peu mitigé le sentiment de voir le club un petit peu triste, les supporters tristes, mais d'un côté, on fait confiance aux jeunes. Nous, on était un petit peu heureux de reprendre le flambeau et avec ça, Albert Cartier qui nous a tout simplement poussé dans nos limites. Humainement déjà, c'était quelqu'un incroyable parce que il a su réunir un club, le personnel, les joueurs et les supporters en même temps. J'ai adoré Albert Cartier. C'est quelqu'un qui a su mettre tout le monde en fait dans le même bateau. Et c'était nature en fait, c'était nature, c'était humain.
Moi, je me souviens que Albert, il connaissait toutes les familles. Il connaissait les noms de chaque femme aussi, les noms de chaque enfant. À la fin des matchs, c'est lui qui venait, il venait en premier dans les salons femmes, où il y avait toutes les familles. Il serrait la main de tout le monde, il prenait le temps de discuter avant d'aller en interview, etc. Donc, il restait là avec tout le monde. Et ça, je pense que ça a marqué beaucoup de personnes. Et ça nous a unis et ça a créé un groupe très fort, très uni, et un groupe de jeunes. Et à côté de ça, on a eu aussi Greg Proman qui est rentré dedans, qui était notre capitaine, qui faisait le lien justement entre Albert et nous. Et ça, il a été magnifique, incroyable dans son rôle de grand frère à nous unir. Donc forcément, on se rappellera de tous ces moments-là parce que quand on est rentré sur le terrain, tout ce qu'on avait envie, c'est de se donner. C'est de se donner pour le coach, c'est de se donner pour le public, c'est de se donner pour le club. Voilà. Et Albert a su justement tourner la mayonnaise pour que ça fonctionne, quoi. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Effectivement, moi je me rappelle, parce que mon père était déjà partenaire avec Metz, il venait dans le salon VIP et vraiment il prenait le temps de parler et c'est vraiment un coach aussi qui m'a marqué, il était vraiment sympa. Non, mais c'est un humain, c'est quelqu'un d'humain en fait, Albert, c'est quelqu'un de vrai, il va pas tourner autour du pot pour te dire tes vérités. Si t'es mauvais, il va dire que t'es mauvais, si t'es bon, il va dire que t'es bon. C'est quelqu'un qui va aller droit au but, que ça plaise ou non, il va aller droit au but et c'est quelqu'un d'humain, il va être vrai devant toi, il va être pareil avec tout le monde. Donc ça c'est quelque chose en fait qui nous a marqué et puis qui nous a donné envie de se battre pour lui. Mais je peux vous dire qu'on en a bavé avec Albert, hein, franchement, on en a bavé aux entraînements. Il nous poussait toujours à nos limites parce qu'il savait le potentiel qu'on avait. Et nous à ce moment-là, on savait pas. Nous on était là, mais c'est dur, coach. On peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Et lui, non, il y a rien que vous ne pouvez pas faire. Il y a rien qui est impossible dans la vie. Donc là, si vous voulez aller au très très haut niveau, va falloir se battre, va falloir encaisser tous ces coups-là voilà, le club est dans une situation qui est très très délicate. Et là, on vous donne les clés. Montrez que vous êtes prêts, montrez au public grenat que vous avez envie de remonter ce club au plus haut niveau. Et tous ces discours-là qu'il a pu avoir avec nous, au final, même malgré une saison très difficile où, comme tu disais, tu avais des US Pont-du-Gard, tu devais aller jouer je ne sais pas où, et toi, tu as un grand stade avec tous les supporters qui viennent, etc., tu pouvais pas te sentir trop privilégié. Donc, il nous redescendait sur terre quand il fallait nous redescendre sur terre, et il nous galvanisait quand il fallait nous galvaniser. Donc, voilà, Albert, c'est quelqu'un qui m'a marqué dans ma carrière et qui me marquera à jamais. Justement, tu nous parlais de séances un peu compliquées, militaires et tout. Ça va venir avec une question que quelqu'un voulait te poser. Donc, je vais te passer la tablette et je vais te laisser découvrir la personne et la question. Donc, hop, tac. Est-ce que tu aurais une idée déjà de qui ça peut être ou pas? Je sais que tu as fait Gaëtan, donc c'est peut-être Gaëtan. Tu penses? Gaëtan Guzman, ça peut être qui d'autre? Gaëtan, tu le penses ou pas? Ouais, je dis Gaëtan. C'était bingo. Je te laisse démarrer. Sûr. Ça va ou quoi, mon gars, la forme? Bon, je te souhaite un bon match contre Épernay, en espérant un résultat positif, et qu'en play-off, vous allez me chercher cette montée. J'aimerais bien que tu racontes une petite anecdote sur Albert Cartier en stage à Amnéville, une séance physique, qui était très très physique, assez militaire, donc si tu peux la raconter, si tu t'en souviens. Et voilà, bonne interview, et... Ça va ou quoi, mon gars, la forme? Ah là là. Tu vois, regarde, c'est parfait. Tu vois, le parfait timing. C'est ça. Non, je pense qu'il parle de la séance où... je pense qu'il y a quelques-uns quand même qui ont laissé des plumes dans cette séance-là. Non, il faisait des séances, franchement, c'était incroyable. Est-ce que si c'est la séance où chaque 20 mètres, on devait courir, s'allonger sur le ventre, etc. jusqu'à, je crois, c'était quoi, 80 mètres ou je sais plus combien de mètres. Et après, retour pareil. Il dit à Amnéville, c'était à Amnéville, ça? Il me semble qu'on a fait ça à Amnéville. Et c'était horrible. La séance-là, elle était vraiment, vraiment horrible. Et tant qu'on réussissait pas, il nous disait continuez. Et là, franchement, c'était... Et il y avait un temps à... il y avait un temps à respecter. Ah oui, c'était toutes les 30 secondes. Non, tu devais... putain, on recommence, Allez, réussissez. Et je me rappelle, ces séances, elles étaient très, très dures. C'était militaire, très, très dur. Même des fois, ils nous faisaient des 1 contre 1 sur moitié de terrain. Donc, tu étais en 1 contre 1 sur moitié de terrain. Ah oui. Ah ouais, non. Et tu défendais pas, tu courais. Hein. Non, avec Albert, c'était dur.
Et la C'était fin de dur. séance, il y en a qui ont laissé un peu de plume sur cette Forcément, séance-là. forcément, moi le premier. Moi qui m'ai pas, je suis pas forcément très athlétique comme les Gaëtan, comme Romain Métanire ou Bounassar. Et ouais, moi j'étais souvent dans les groupes un peu, voilà, eux c'était les premiers groupes, moi j'étais souvent au groupe 2, 3. Donc non, c'était pas facile. C'était pas facile. Ok, Ouais. bah, sacrée anecdote. Moi, je pense que j'aurais laissé des pubs aussi. Ah ouais, non, non, Vu non. mon poste de Moi, gardien j'en de ai but, laissé des je pense que plumes. et J'en ai laissé les des gardiens plumes. l'ont fait aussi. Des gardiens le faisaient, mais après on avait des gardiens quand même. Bah, Anthony Mfaye, c'est quelqu'un qui a un gros physique, donc il pouvait le faire. Mais non, ils étaient avec Toff Marie-Chaise, tranquille. Bah, ils faisaient Bon, d'autres exos Toff plus durs. Marie-Chaise, Hein. ouais, Parce qu'il il faut est pas aussi... sous-estimer Ah les ouais, non, entraînements non, non, gardiens. non, Toff Marie-Chaise, il est aussi... il aime bien pousser. Ensuite, je voulais te parler d'un match qui m'a marqué. C'était un match contre Quevilly. Vous avez remporté 6-3 Ouais. avec un but que tu as marqué qui a été élu un des plus beaux buts de la saison. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu as marqué ce but? Parce que je me rappelle, je le regardais à la télé, mais j'ai dû aller sur un site de streaming pour pouvoir voir le match parce qu'il n'y avait pas de chaîne vraiment D'accord. dédiée. Ouais. Et ce match-là, il m'a marqué parce qu'en fait, il y avait des buts dans tous les sens. Ouais. Et même Quevilly, ils ont mis des beaux Ouais, ouais, buts. c'est vrai. Moi, je me rappelle de ce match-là. Non, je me rappelle parce que, premièrement, on encaisse 3 buts. Albert n'était pas content. Ça, c'est une chose. Après, non, c'était un festival de buts. Il me semble que j'ai marqué 2 buts ce match-là. Oui, tu en as marqué 2. Diaf avait marqué. Ouais, on avait plusieurs. Même Kevin Lejeune avait marqué. Et le but, je me rappelle, ouais, c'était Romain qui avait le ballon, il me semble, qui me l'a On te fait une passe en retrait, tu la reprends en Je la première reprends en une touche, oui, intention, c'est ça, lucarne. ouais. Ndoye qui a bien récupéré ce ballon, qui a alerté Bakoto. Métanire. Oh, le but splendide. Le but magnifique. Il n'y a rien à dire sur ce but. Et tout le stade Diochon qui se lève pour applaudir. Ouh là 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 là. Ah non, c'était un beau but. C'était un beau but. Et quand c'est élu l'un des plus hauts buts de la saison, ta première saison où tu t'enchaînes au plus haut niveau avec le club, forcément, c'est marquant. C'est marquant parce que tu fais une grosse saison, tout le travail, comme j'ai dit avec Albert, qu'on a fait en préparation, tu vois le fruit du travail petit à petit pendant les matchs et tu prends de plus en plus confiance et tu te lâches de plus en plus, tu laisses tes qualités juste parler pour elles-mêmes. Donc voilà, ce but-là, c'était entre guillemets une récompense de toute la saison qu'on a, ou des galères entre guillemets qu'on a pu avoir en début de saison et voilà. Je crois que c'était 5e journée ou un truc comme ouais, ça. Ouais, non, mais parce qu'on avait fait une très très grosse prépa. Donc au moment du match, nous, il nous disait toujours, faut t'entraîner plus dur que les matchs. Si tu t'entraînes dur, pour le match, ça sera plus facile. Et puis, on le constatait. On le constatait. Et puis, bon, ce genre de but-là, on en a mis beaucoup, que ce soit Diaf, que ce soit moi, Kevin Lejeune, Bounassar, enfin, tous les joueurs offensifs ont marqué beaucoup de buts. Et puis, les buts-là, quand c'est élu l'un des plus beaux buts de National, tu es forcément content et fier de tout le travail que tu fais autour. Effectivement, on va parler aussi d'un autre but aussi que tu as marqué qui était incroyable, c'était ce geste avec une fameuse aile de pigeon face à Nice contre Joris Del, ancien gardien messin, qui est en ce moment à Ucange pour passer ses diplômes, le BEF il me semble. Et quand tu tentes un geste comme ça, est-ce que tu réfléchis vraiment? C'est totalement instinctif. Je me rappelle, j'ai regardé à la télé normalement ce match-là et c'était franchement, je l'ai encore en tête aussi, et je pense que Joris aussi il l'a encore. Il faudrait lui poser la question. Non, je lui ai posé la question. Ah, tu as posé? Il se rappelle alors? Oui. Il a dit, il a pas fait exprès, tu vois, regarde, mauvaise foi. Non, j'en avais parlé parce que j'étais un peu à Ucange en décembre, etc. Et j'avais pu parler un peu avec Joris. Ouais. Et justement, j'ai dit, je te rappelle du but que tu avais pris par Yeni. Et donc, du coup, forcément, c'est le gardien, il va pas dire oui, non, mais il est de mauvaise foi, Joris, attention. Non, c'était instinctif, en fait, ça vient comme ça. Le ballon, il a un peu de dos, tu la prends un petit peu comme elle vient. Et j'ai la chance que Joris anticipe et puis ça le lobe, quoi. Donc c'est un truc de Barjo, un truc de psychopathe, c'est beau, c'est cadeau. L'aile de pigeon de Yenin Bakoto. Et ouais, il a 20 ans. Et Zlatan déjà comme un grand au ralenti. Vous allez voir, c'est bien lui qui fait l'aile de pigeon. C'est certainement un des plus beaux buts de l'année. C'était un super but parce que même moi, j'étais un peu étonné. Mais après, ce sont des gestes que tu travailles pas forcément. Ça passe ou ça casse. Et là, j'ai tenté. Comme j'ai dit, en fait, c'est toute la confiance en fait qu'on te donne. À un moment donné, tu fais des gestes comme ça qui passent et que tu réfléchis pas, tu joues juste au football. Et puis voilà, donc ces gestes-là, c'est toute la confiance que te donne un club, que te donne l'entraîneur, que te donnent tes coéquipiers. Et à un moment donné, ça fait ces gestes-là. Et puis pour moi, ça a souri et puis ça fait un magnifique but. Est-ce que pour toi, c'est le plus beau de ta carrière ou pas?
plus beau en termes de... Ouais, Pas le plus marquant, le plus beau. il fait partie des top 3 quand même. Ok. Il fait partie des top 3, je pense. Ensuite, après la montée depuis le national, vous enchaînez ensuite avec une saison incroyable en Ligue 2, qui se termine à nouveau par une montée en Ligue 1. Comment tu expliques la force de cette équipe à ce moment-là? Surtout que je me rappelle, comme j'en parlais aussi avec Gaëtan, Albert, avant au moins la moitié de la saison, il parlait pas de montée, hein, il parlait on va se maintenir, Ouais. on fait étape par étape. Donc comment tu as vécu cette saison? Bah en fait, c'était un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait en national. On avait un coach qu'on connaissait, dont on savait les méthodes, etc. Donc c'était un peu plus facile aussi d'aborder la saison. Mais c'est vrai que nous, l'objectif premier, nous, il nous l'a toujours dit, il nous a clairement dit, bah, c'était le maintien. Donc tant qu'on n'avait pas assuré le maintien, fallait pas penser à jouer le haut de tableau, je sais pas quoi. Donc nous, c'était le maintien. Ouais, même à vous, il vous le disait, parce que peut-être à vous, il vous disait on joue la montée, mais par contre, devant les médias... les pieds sur terre. Ah En ouais. plus, on était promus, quoi. Que tu t'appelles le FC Metz, que tu t'appelles Marseille, voilà, tu viens de national, tu montes en Ligue 2, voilà, tu fais profil bas, tu travailles et voilà, tu te donnes à fond. Et Albert, oui, il avait ce discours-là avec nous. Mais cette saison-là, c'était, voilà, comme j'ai dit, c'était dans la continuité de ce qu'on avait fait en national. On perd Greg Proman, malheureusement, un cadre qui nous avait beaucoup aidé. Mais à côté de ça, bah, il y a eu l'intelligence du recrutement aussi de prendre Sylvain Marchal, qui était notre capitaine à ce moment-là, Romain Rocky, des joueurs qui étaient un peu d'expérience. Nico Fauvergue, qui est arrivé un petit peu plus tard, je crois. Ou là. Oui, il est arrivé un peu plus tard avec... comment il s'appelait? Il y avait un Brésilien. C'était qui le Brésilien? Eduardo, exact, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Eduardo, ouais. Et il y avait Eduardo aussi qui est arrivé un petit peu plus tard. Après, il y avait Ahmed Kachi qui arrivait aussi compléter le groupe. On avait une super équipe. Franchement, voilà, ça s'est fait. Non, Johan Carasso était déjà avec vous. Ouais, il était déjà avec nous en national, voilà. Ouais. Donc on avait une super équipe, on avait encore les jeunes et rajouté avec un petit peu d'expérience du haut niveau, des joueurs qui ont joué en Ligue 1, qui ont joué en Ligue 2, qui avaient beaucoup d'expérience. Donc forcément, ça a créé cette osmose-là qui était parfaite. Nous, on avait la jeunesse, on avait la fougue, on avait l'énergie. Et les cadres comme Rocky, Marshall, ils avaient justement cette expérience-là, essayer de nous tempérer aussi. Et ça nous a beaucoup aidé aussi. Ça nous a beaucoup aidé dans la saison, dans l'approche de la saison. Être calme quand il faut être calme, être euphorique quand il faut être euphorique. Donc on avait justement ces temps-là et ces joueurs-là qui ont beaucoup aidé aussi Albert Cartier dans son management. Et voilà, on a tout simplement fait notre saison. On s'est dit, bon là c'est de la Ligue 2, jouons comme nous avons joué en national, ça sera beaucoup plus dur, ça c'est sûr. Mais si on arrive à se maintenir, ben, on aura fait le job. Mais au final, bah, tu voyais que les résultats, ça venait, qu'à domicile, bah, tu étais très costaud, tu perdais pas de match. Et tu commençais petit à petit à penser quand même un petit peu au haut du tableau, parce que plus tu te rapprochais de la fin de saison, bah, tu voyais que tu étais dans les premiers, tu étais surtout premier et un bon premier. Mais Albert qui nous gardait quand même sur terre, parce que bon, tu es premier certes, mais dans le football, on sait que tout peut aller très vite. Et voilà, bah, tu es premier, tu continues la saison, ça se passe très bien. Tes joueurs qui ont performé en national performent en Ligue 2. Ta défense qui était aussi solide, bah, est toujours aussi solide. Donc au final, bah, tu te lâches, tu commences à voir un petit peu plus haut, à voir un petit peu plus loin. Et au fil de la saison, bah, ça s'est passé comme ça. Et ce qui a fait qu'on a fait une très très grosse saison, bah, c'est que je pense qu'on est resté humble aussi quand il fallait rester humble. Et c'est ce qui fait notre force. Parce que Albert nous a toujours dit l'humilité avant tout, l'humilité, le travail. Et nous, je pense que voilà, ça a été notre moteur en fait à chaque match, à chaque instant, à chaque entraînement, toujours se remettre en question. Et c'est ce qui a fait notre réussite en Ligue 2. Effectivement, il y a eu aussi 2 victoires en derby. Je voulais en parler, c'était la prochaine question. Il y a eu ce fameux 3-0 au stade Saint-Symphorien et après il y a eu le retour où on gagne 1-0 à Marcel Picot. Qu'est-ce que ces matchs représentent pour toi et en général pour nous les supporters? Nous, le match aller, moi j'y étais au stade. Tu marques le premier but, Bouna marque le deuxième et après c'est Kwame-Ensor qui met le troisième. Il y a eu le but de Diafra aussi à Nancy. Donc raconte-nous un peu ces 2 matchs. Bah, comme un symbole en fait, les 4 buts qui ont été marqués là cette saison-là, c'est des joueurs qui viennent du centre de formation. Et la rivalité Metz-Nancy, Nancy-Metz, bah, c'est né depuis le centre de formation, même depuis tout petit.
Donc, Mais le match aller, il était chaud. Ah, le match aller était très Il chaud. avait été arrêté Ouais, parce que c'était très chaud. les Nancéens ont décidé de nous retirer C'est tous nos sièges et vous les balancer dessus. C'est ça. Bah non, c'était très chaud. Bah déjà, nous, en jeune, bah, c'est déjà des matchs qui sont très chauds. Donc, en fait, moi, quand je suis arrivé à Metz, bah, le premier truc pas que tu apprends, mais voilà, tu sais que ta rivalité, c'est Nancy. Voilà, tu as Metz-Nancy, bah, ce match-là, faut pas perdre. Ce match-là, c'est un match, peu importe comment tu joues, bah, faut gagner. Donc forcément, tu es nourri de ça depuis très jeune. Et voilà, on est en National, eux, ils étaient en Ligue 1. On monte en Ligue 2, ils descendent en Ligue 2. Donc forcément, les supporters, bah, c'était le match qu'ils attendaient depuis quelques années. Qu'on va retrouver l'année prochaine. Voilà, exactement. Donc c'est le derby qu'ils attendaient. Donc tous les supporters avaient coché ce match-là dans le calendrier. En plus, le premier match chez nous. Après, je me rappelle, quand on est dans le vestiaire, il y avait un bruit de fond, c'était tendu, c'était chaud. Et on sort en fait à l'échauffement, bah, là on voit déjà un monde. Bah, je pense que on était transcendés en fait, tout le monde était bouillant. On sort à l'échauffement, un monde pas possible, que ce soit les supporters nancéens, mais c'était incroyable, tout le peuple en grenat. Bah, j'ai cette image-là de l'échauffement, j'ai cette image d'Albert Cartier qui était très calme, bizarrement, bizarrement très calme. Et voilà, donc déjà la semaine, il nous avait bien poussé, donc là, il était très calme. Et nous, très concentrés, pas beaucoup de personnes qui parlent, pas beaucoup de joueurs qui parlent. Sylvain qui parlait, qui nous donnait quelques consignes, etc. Moi, un petit peu, dans mon rôle de jeune leader, je parlais aussi beaucoup. Rocky aussi, faut pas trop jouer le match avant, mais pendant le match, on est là, etc. Et début de match, l'ambiance incroyable. On ne s'entendait pas sur le terrain. C'était électrique, on ne s'entendait pas. Puis les supporters nancéens qui foutaient le bazar, l'arbitre qui arrête le match, on rentre au vestiaire. Et je me rappelle, moi, au vestiaire, il y avait Bouna, Gaëtan, enfin, on était notre ligne là. On se regardait, on se dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment ça, les gros matchs de haut niveau, la tension. Parce que nous, on l'a connu en tant que jeunes, mais tu avais les petits jeunes autour du terrain, etc. Mais là, tu as le vrai public. Tu as les fumigènes, tu as les insultes, etc. Et là, on se regardait, on s'est dit, mais on ne peut pas perdre ce match-là, c'est impossible. Si le match reprend, on va aller les manger. Et le match reprend, au final, on était transcendés. On les a tués, on les a mangés. Et tout le match, je sais, franchement, j'ai pas senti à un moment donné où Nancy pouvait nous dominer ou prendre le dessus sur nous. Donc c'était un match vraiment qui m'a marqué. C'est le match le plus marquant de ma carrière. Et quand tu marques, tu t'en rappelles ou pas? Oh oui, bien sûr. Parce qu'il y a ce coup franc un peu bizarrement tiré, ça touche le poteau, il me semble. Ça revient, tu fais une tête plongeante et tu marques. On travaille à l'entraînement. Hein. On travaille à l'entraînement, je passe par-dessus. Et moi, mon premier objectif, c'est d'être au deuxième ballon. Donc, je passe au-dessus. Kevin Lejeune qui met un jeu long. Je crois que c'est Nico Fauvert. Je crois qu'il remet... Ça touche le poteau, ça me revient dessus. Je vois Chopin qui tacle, il me revient dessus. Et je mets la tête et juste l'explosion. Et en plus, on avait nos supporters. Et il y avait les supporters de Nancy, forcément. Tu vas chambrer un peu. Et moi, ma femme était enceinte à ce moment-là. Donc c'est un symbole. Donc, le petit qui arrivait. Donc, j'ai pris le ballon, j'ai mis ça en dessous de mon maillot pour dédicacer. Donc c'était tout était parfait, quoi. Tout était parfait à ce moment-là. Donc et puis après tu gagnes le match 3-0. Bouna qui marque, Bouna un pote qu'on était comme ça au vestiaire, Kwame qui marque. Et non, c'était quelque chose de fort. Et puis après au match retour, forcément on était attendu. On était premier du classement. Donc t'as Metz qui est promu, qui vient de monter. Et puis t'as Nancy qui est en Ligue 1. Ils voulaient se faire un petit peu plus respecter, mais au final, on les a aussi chez eux, on les a dominés, on a marqué, même si c'était un but, mais on a marqué. Et puis déjà, forcément, on a célébré. Et puis ces deux matchs-là, ça a été incroyable. Effectivement, et je voulais te parler aussi d'une célébration que j'ai déjà parlé avec Gaëtan. Ouais. Je pense que tu sais de quoi je parle. Ouais. Il m'a parlé un petit peu d'où c'est venu. C'est ça. Mais c'est qui l'a initié cette musique en général pour après que vous ayez cette danse, etc. Tu t'en rappelles? Parce que je savais pas trop. On avait quand même des Bounassar qui mettaient un peu l'ambiance dans le vestiaire. Mine de rien, Romain Rocky, malgré son âge, il voulait faire le jeune. Donc voilà, il se mettait aussi dans l'ambiance. Donc, et puis après, il y avait cette chanson Bella.
qu'on entendait un petit peu partout, tout ça, etc. On s'est dit, bon, ça se passe bien, on est quand même au-dessus, tout ça, etc. Donc, allez, qu'est-ce qu'on fait en fait? Dès qu'on marque, on l'a fait? On était un petit peu sceptiques, tout ça, je me rappelle, hein, on en parlait. Ah, le coach va nous tuer, le coach il va nous dire, ah, si, ça. Et puis Diafra, il dit, mais on s'en fiche, les gars, on fait, si on marque, on célèbre, on fait, on est sûr de nous, etc. Donc en fait, c'est un peu venu comme ça. Et puis à chaque fois. Le match que vous l'avez fait, c'est contre qui? Je me rappelle pas. Il me semble que c'était à domicile. Parce que je me rappelle, on s'est dit, on se fiche tous, on reste tous, chacun à notre endroit, et on le fait, ça va être marquant. On s'est dit, on dit, si quelqu'un marque, il n'y a personne qui court vers lui, on court, et d'un seul coup, on s'arrête, tout le monde fait stop, et après on le fait. On fait la danse. On dit, ah non, on va faire ça. Marshall, je me rappelle, il disait, ah les gars, oh. Et puis il dit, allez, on joue le jeu. Et Marshall joue le jeu, tout le monde joue le jeu, donc on marque. Et il me semble que c'était, je sais plus, mais il me semble que c'était à domicile. Et je crois que c'est Fauvert qui marque. Ou un truc comme ça, je sais plus. Et il marque, et d'un seul coup, il fait stop, et tout le monde se stoppe, et on commence tous à se mettre à danser comme ça. J'ai dit, ah ouais, on l'a vraiment fait. Et puis après, c'était un peu notre marque de... Et Albert, il vous a dit quoi? Rien. Il a rien dit. Ah, on gagne les matchs. Tant que vous gagnez, c'est franchement, bon. on gagne les matchs. Non, moi, je me rappelle des Auxerre que vous l'avez fait. Auxerre, on l'avait fait, ouais, et je puis me Le rappelle. Havre, et Le Havre à titre. domicile, voilà, quand on avait toutes les teintures, tout ça, c'était... Non, c'était des petits trucs, des petites anecdotes comme ça qui faisaient notre force, en fait. Et ça, c'est des souvenirs incroyables. C'est rentrant en ce corner, Mbakoto la déviation, Nicolas Fauvergue qui finit le travail et l'ouverture du score pour le Football Club de Metz. Et encore ce diable d'Mbakoto qui s'infile dans la surface havraise pour Busman, Mbakoto à nouveau, et le deuxième but pour le Football Club de Metz. Le Havre est KO. Incroyable. Ok, ensuite, en Ligue 1, vous démarrez plutôt bien la saison avant que finalement d'être relégué. Comment tu as vécu cette année-là, émotionnellement, surtout avec un groupe que tu connaissais déjà depuis bien longtemps, depuis le National? Puis certains, que tu connaissais aussi au centre de formation. On va dire que c'était un peu la découverte en Ligue 1. Donc on a fait 2 grosses saisons en National Ligue 2. On perd Diaf. On a essayé de lui dire reste, on va faire la Ligue 1 ensemble. On a fait toute cette étape-là pour... Mais lui, il voulait rester ou pas? Je pense que Diaf a beaucoup hésité. Je pense qu'il agent qui lui a dit plutôt... Après, bon, il y avait aussi le transfert qui était quand même... Parce que c'était à West Ham? À West Ham, ouais. C'était direct à West Ham. C'était West Ham, c'était quand même Première Ligue. Donc, ça se refuse pas quand même, quoi. Se refuse pas. Mais Diaf, je pense que bon, il s'est posé beaucoup de questions. Bon, je pense, hein, je n'étais pas dans sa tête, mais voilà, on a essayé de le convaincre de rester. Mais voilà, c'était la Première Ligue, tu connais autre chose, hein. Bon, on perd Diaf, après on arrive en Ligue 1, ça se passe plutôt bien. La première partie de saison, je pense qu'on était pas mal classés. Et après, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, on avait notre fougue, etc. On était toujours resté pareil. Mais après, une fois que les autres équipes avaient pris un petit peu leur rythme de croisière, ça devenait un peu plus dur. Notre jeu était un peu plus lisible que comme en Ligue 2. En Ligue 2, ça passait, mais en Ligue 1, tu as des choses qui passent un peu moins, donc c'était un peu plus difficile, donc on apprenait un peu plus. Et en fin de saison, c'était pas facile, parce que je pense qu'on avait enchaîné une série de je sais plus combien de matchs sans victoire. Ouais. Et là, ça nous a un petit peu plombé. Malgré les joueurs d'expérience qu'on avait. Après, on récupère Flo Malouda en mi-saison. Bon, il y avait des Modibo Maïga qui étaient là. Il y a eu quand même quelques petits changements aussi dans l'effectif. Il y a Falcon qui était là aussi. Donc il y a eu quand même quelques petits changements qui pas perturbés, parce que bon, les joueurs là, ils étaient super bien intégrés et ils ont fait du bon travail. Mais voilà, après, les résultats négatifs ont mené que bon, on commençait un petit peu à douter. On n'avait pas forcément ça les deux années précédentes. Donc c'était un petit peu nouveau pour nous d'être dans des situations où... C'était un petit peu un coup d'arrêt. Voilà, c'est un petit peu un coup d'arrêt. C'était un petit peu des situations qu'on ne savait pas forcément gérer. Donc au final, on a su mal gérer cette saison-là, malgré les joueurs d'expérience qu'on avait, et ce qui a valu notre descente en Ligue 2. Je voulais te parler aussi d'un match qui m'a marqué, c'est cette victoire incroyable de Buzyn face à Lyon, après avoir été mené à un but de Lacazette. Penalty que tu transformes. Après, c'est Falcon qui met le deuxième but quelques minutes après. Qu'est-ce que tu ressens pendant ce match-là? Dis-nous un peu tes impressions. Moi, je me souviens, j'ai pris en photo le score. Ouais. Et je l'ai toujours dans mon téléphone. Ça m'avait marqué. Je crois que c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu du FC Metz. Je parle dans le scénario, peut-être pas dans le contenu de tout le match, mais dans le scénario. Ouais, je me rappelle de ce match-là. C'était un beau match parce que tu joues Lyon déjà, premièrement.
grosse écurie du football Mais ils allaient français. mal au moment-là. Ils allaient mal. Bon, t'avais quand même des Lacazette, t'avais des Fekir. Mais ils avaient très mal débuté leur saison. Ouais, t'avais des très très bons joueurs. Et en plus, les Lacazette, bon, c'est à peu près notre génération, donc on jouait contre eux en équipe de jeunes. Donc là, tu te retrouves avec eux. Eux, ils étaient déjà un niveau au-dessus. Donc c'était Lyon quand même, Champions League. C'était Lyon qui faisait les Coupes d'Europe, quoi. Donc c'est pas rien. Et là, ils viennent à Saint-Symphorien. Nous, ce qu'on s'est dit, tu viens à Saint-Symphorien, oui, tu t'appelles Lyon, tu t'appelles Paris Saint-Germain, ça va être dur pour toi ici, quoi. Et c'est ce que Albert nous faisait comprendre. C'est que peu importe le scénario, on peut en prendre 4, il n'y a pas de souci. Mais si on en prend 4, il faut que ce soit dur pour eux. Les 4, les mecs, il faut qu'ils sortent du match. Ils ont souffert. Ils ne vont pas dire qu'à Metz, voilà, on vient, on prend 3 points et puis on rentre chez nous, quoi. Et nous, c'est, comme j'ai dit, c'était dans la continuité un petit peu des 2 saisons-là. Albert nous avait inculqué cette culture du travail. Et nous, voilà, on avait cette culture du travail-là. On voulait que les équipes qui viennent à Saint-Symphorien, que ce soit dur pour elles. Et contre Lyon, c'était ça, tout simplement. On a joué, on s'est lâché, on s'est libéré, on a joué notre carte à fond. Et le scénario, il est incroyable, oui, c'est vrai, parce qu'on perd 1-0, on pensait que, allez, c'est bon, Lyon, on va dérouler, etc. Non, tu viens à Saint-Symphorien, ça se passe pas comme ça. Donc nous, on poussait, on a marqué le penalty. Et puis, Juan qui marque le deuxième but. Après, on serre le jeu, quoi. On serre le jeu, ça passe plus. Et puis après, ça fait justement un beau match et des beaux souvenirs parce que tu tapes Lyon. Et excuse-moi du terme, mais il fallait avoir des couilles pour le tirer comme tu l'as tiré. C'est vrai, parce que généralement, en plus, je ferme. Donc là, je voyais Anthony Lopez. Et je me suis dit, bon, je ferme, j'ouvre. C'est quand même un gardien qui est assez dynamique, etc. Donc là, la sécurité dit qu'il faut fermer. Et là, je me dis, non, allez, tu sais quoi, j'ouvre. Mais s'il j'ouvre, s'il part du bon côté, faut la mettre en hauteur quand même, parce qu'au moins, un endroit où il ne peut pas l'attraper. Et donc, moi, dans ma réflexion, dans ma gestion de ce moment-là, c'était ça, d'essayer un maximum d'éviter ces zones où il peut être très très fort, parce qu'il était très 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 mobile et très dynamique sur sa ligne. Donc, j'ai tiré en pleine lucarne et je ne me suis pas posé de questions. Incroyable. Voilà. Un moment magique. Ensuite, la saison suivante en Ligue 2, elle est encore très intense, notamment avec cette victoire, je me rappelle, face à Evian Tonongaya, où il y a ce but de Kevin Lejeune dans les dernières minutes, contrôle de la poitrine, volé. Ouais. Et franchement, je pense que c'était déjà un premier déclic dans cette saison qui a été un peu rocambolesque, surtout après à la fin, on en parlera. Qu'est-ce que tu ressens dans ce moment-là? Est-ce que c'était un moment vraiment fort aussi de cette saison? Déjà, tu descends de Ligue 2 de Ligue 1 à Ligue 2. C'était pas facile parce qu'il y a eu énormément de changements. Donc, il fallait un petit peu reconstruire. Tu as des nouveaux joueurs qui sont arrivés, un nouvel entraîneur qui est arrivé. Et les premiers matchs, tu arrives à avoir des points. Et puis, ce match-là contre Evian, je pense que c'était le déclic. Je pense que ça pouvait être un déclic parce qu'on s'est dit, oui, il y a des nouveaux, oui, c'est un changement, mais on reste quand même le FC Metz, quoi. On reste quand même le FC Metz, on reste quand même une grosse écurie. On vient de Ligue 1. On est quand même favori dans ce championnat-là. Là, 2 ans avant, on était champion. Et là, tu te retrouves en Ligue 2 où tu dois tout refaire, où tu dois tout reconstruire. Et là, ce match-là, je pense que ça a été un déclic. Oui, je me rappelle du but de Kevin. Parce que je pense que l'explosion aussi au stade, même nous, entre nous, c'était quelque chose de fort. Parce qu'on essayait de créer quelque chose. Et ce moment-là, je pense que ça nous a un petit peu plus propulsé pour la suite de la saison. Et le premier but, c'est toi qui le mets ou pas? Je sais pas. Il me semble, je sais pas si c'est pas sur penalty. Je me souviens plus, mais c'est pour ça que j'ai un doute. Mais en tout cas, ce que je me rappelle, c'est que quand Kevin l'a contrôlé, je commence déjà à me lever. Je commence déjà à me lever. Quand c'est Kev, oui, c'est sûr que bon. On marque ce but. Kev qui était un élément aussi. C'était un de nos cadres aussi, Kevin. Donc on savait que dans les zones de finition, c'était soit la passe D, soit un but, quoi. Il était très efficace là-dedans. Effectivement. Ensuite, je voulais te parler à nouveau d'un autre derby, où tu fais une passe décisive à Monsieur Romain Métanire. Je t'aime comme un but à 91e minute de Romain Métanire à Marcel Picot. Raconte-nous la sensation également de ce moment. Je me rappelle encore Romain qui faisait ça avec le maillot. Je me rappelle très très bien. Mais non, en plus on était mené au score. Donc il y avait 1-0, on était mené au score. Et je pense qu'on était bien dans le match en plus. Donc on prend un but un petit peu contre le cours du jeu, il me semble. Si je me rappelle bien. Mais voilà, on était bien dans ce match-là. On ne pouvait pas le perdre. Impossible de perdre ce match-là. Et moi, personnellement, je voyais déjà, j'étais capitaine, je voyais déjà
Ah, Metz a perdu son derby contre Nancy. Et puis moi, un derby, ça se perd pas. Ça se gagne, point barre. Mais en tout cas, on ne perd pas ce match. Et tout au long du match, en fait, on a construit ça. On était calme. Et ce moment-là où moi, je reçois le ballon, et je lui mets en taclant. En fait, je contrôle. Je peux pas tirer, j'ai pas de solution. Et je vois Romain qui tape un sprint. Je le vois de face, hein, il tape un sprint. Et moi, je me dis, mais il est déterminé. Déterminé. Moi, ma seule truc, c'est juste de lui glisser un bon ballon et tu tires. Et quand tu le glisses et que je vois qu'il arrive en pleine balle, frappe, poteau rentrant, le stade éteint. Éteint. Et quand il va célébrer, mais c'était... Moi, je pense que c'était même plus beau que le but. C'était plus beau que le but. Il va célébrer parce qu'en plus, il longe le banc de Nancy en faisant ça. C'est ça, il longe le banc de Nancy, c'est ça. Sans forcément les regarder, hein, mais il longe, allez, on va tous célébrer avec notre banc. Parce qu'en plus, je crois que les supporters étaient interdits ce match-là. Ouais, il me semble, ouais. Ouais, ils étaient interdits, donc forcément, tu vas célébrer entre nous. Donc on va tous célébrer entre nous. Moment magique. Effectivement. Je voulais te demander aussi, il y a eu cette dernière journée complètement folle face au RC Lens. Vous perdez 1-0, mais en même temps, il y a le match du Havre. Je me souviens plus de l'adversaire qui jouait, mais ils gagnaient 5-0, je crois. Ils ont gagné 5-0. Et pour un but, vous montez en Ligue 1, mais comment vous avez vécu ces minutes un peu irrespirables à la fin? Franchement, je me rappelle, j'étais devant la télé, devant le multiplex, j'ai dit, mais on va pas monter. Ce match-là, franchement, désolé de le dire, mais on s'est un peu chié dessus. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Je me rappelle déjà la tension qu'on avait. On savait que Le Havre jouait contre... je crois que c'est Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse-Péronas. Oui, c'est ça, Bourg-en-Bresse-Péronas, parce que je me rappelle, Bourg-en-Bresse, c'était une très bonne équipe, mais qui encaissait beaucoup de buts. Très bonne équipe, ça jouait bien au ballon, mais ça encaissait beaucoup de buts. Et je me rappelle ce match-là, on a dit, bon, les gars, faut assurer, soit on gagne. Il me semble qu'il nous fallait un nul, soit on fait un nul, ça suffisait, oui. Voilà, juste ça, quoi. Donc, faut pas perdre ce match-là, parce que Bourg-en-Bresse va pas faire le travail. Ils vont encaisser des buts. Et on s'est dit ça avant le match. Je me rappelle, Philippe Insberger nous disait ça. Soyez solides, on va avoir des contres. À Lens, c'est un gros stade, etc. Ils vont être poussés, surtout leur dernière, donc ils vont vouloir forcément finir. Antoine Camboiré, coach, qui aime l'attaque, donc qui va attaquer. Donc on s'est dit, bon les gars, on assure le maintien. En plus, c'était la dernière saison où les 3 premiers montaient. Et on était 3e à ce moment-là. Les 3 premiers devaient monter. Et après, c'était les barrages, etc. Enfin, tous les trucs qu'ils ont mis en place. Et ce match-là, on n'arrive pas à faire 2 passes. En première mi-temps, on n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas à faire 2 passes. Et on prend un but. Non, je crois que c'était un but casquette, je crois, non? Je me rappelle plus trop du but. Elle passe en dessous de Didion. Un truc comme ça, bref. Et là, on se regarde tous. Je regarde Kevin Lejeune. Je dis, mais en fait, on est impuissant. On sait plus quoi faire. On est vraiment impuissant. On regarde le banc. Et le banc, il parle, on n'entend rien parce que le public, on joue, mais c'était dur. Tout ce que je me rappelle, c'est je crois qu'on a subi des poteaux. Ah ouais, non, oui. Ils ont dominé. Je me rappelle, il y avait Bamin, il y avait Cyprien. Ça allait dans tous les sens. Et moi, on ne voyait pas le jour. Et on était tétanisés par l'enjeu, je pense. À mon avis, oui, c'était l'enjeu. On était tétanisés. À la mi-temps, le coach, les gars, calmez-vous. Jouez, allez-y, jouez, tout ça. Lâchez-vous. Dernière journée, comme ça, allez, on va passer à côté de notre... Et à côté, forcément, on essaie de savoir le résultat. 1-0, 2-0, 3-0. Oh là là. Et moi, sur le terrain, à un moment donné, je me tourne vers le banc, je vois 90e minute, je dis, purée, on va jamais monter. Et je regarde le banc, je dis, combien? Je vois Insberger comme ça. Je dis, oh là là, ça y est, on a loupé la montée. J'ai dit, on a loupé la montée. J'ai dit, c'est mort. En plus, dans ce match-là, il n'y a pas eu un but hors jeu pour le Havre. Dans ce match-là, la dernière minute, il tire, ça touche le poteau, ça longe la ligne. Ouais, faudrait que je ça retouche le poteau. Et moi, je vois le banc, je regarde le banc, mais éteint. Et je regarde Kev, et je dis, mais je crois que c'est mort. Pendant le match, hein, je regarde les autres, même aux Portugais et tout ça, je leur disais, c'est mort, on monte pas. J'ai dit, on s'est loupé, on monte pas. Et fin du match, tout le banc qui commence à courir. Ouais. Moi, j'étais dégoûté. Moi, j'avais les larmes aux yeux, limite. Tu vois, j'étais le rouge de colère. Et je vois tout le banc. Ouais. Je dis, mais attends, il y a 2 minutes, là, ils étaient tous en train de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si Bourg-Péronas avait marqué ou je sais pas quoi. Et je pense qu'on passe à un but près. Hein. Oui, c'est un but. Un but près. Un but près. En plus, on perd à Lens, je crois.
Ah oui, vous perdez On 1-0. perd, hein. on perd 1-0. C'est ce que tu disais, un match nul, un match nul, on était c'était bien. la montée. Et on là, perd à Lens et eux, ils reviennent à... Et... Oh là là. Mais en fait, des deux côtés, Joie. on se disait qu'on va. Moi, Ah je me ouais, disais, non, on va en prendre un de plus. ouais. Et de l'autre côté, on se disait, Ah mais ouais, c'est non, sûr, mais le Havre, ils on vont a en remettre pris un. des vagues. Je me suis dit, mais comment on a fait pour perdre que 1-0 Ouais. ce match-là? Et miracle, bah, tout le monde a couru. Moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Ah ouais, on est en Ligue 1. Et voilà. C'est vrai, Ouais. avec tous les Portugais, les Ah ouais, Candeiras, ouais, c'est les ça, compagnies. c'est ça. Non, franchement, c'était assez atypique et on est bien content que ça Ah soit ouais, non, fini, ouais, non, ça soit fini ah comme ouais, ça. sinon ça allait être très très dur. Mentalement, ça allait être très très dur. Après toutes ces années au FC Metz et ces montées successives, tu fais finalement le choix de partir au Queen's Park Rangers en Angleterre. Pour toi, c'était le bon moment pour partir. Pourquoi tu as quitté le club? Du coup, toi, tu n'avais pas monté en Ligue 1 Ouais. avec nous. Ouais. Est-ce que c'est un peu le choix comme Diafra Sakho qu'il a eu à West Ham? Tu t'es dit, les Queen's Park, ils étaient Ouais, c'est ça. en Championship. Ouais. Et tu t'es dit, ouais, j'ai envie d'aller découvrir l'Angleterre. Bah c'était oui, puis après j'arrivais, je pense à un moment où j'avais tout connu avec Metz. Et l'année où on descend de Ligue 1 à Ligue 2, je me suis dit je peux pas partir sur un échec entre guillemets quoi. Je peux pas partir sur un échec. J'ai envie de faire remonter le club, donc je vais tout donner pour faire remonter le club et puis peut-être partir à ce moment-là. Donc j'ai eu des sollicitations de Queen's Park Rangers, Wolverhampton, etc. Donc j'ai eu quelques sollicitations. En plus j'avais fait une très bonne saison en Ligue 2. Et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment un petit peu de sortir un peu de ma zone de confort. J'ai toujours rêvé de l'Angleterre. Puis au niveau, enfin, excuse-moi du terme, Ouais, mais ouais. je veux dire, au niveau salarial, ça devait être Oui, rien à voir aussi, forcément, non? oui, forcément. Donc tu grimpes un petit peu un peu dans tous les échelons. Après, je me suis renseigné aussi au niveau du championnat parce que je savais que c'était quand même la 2e division. Mais voilà, je savais que la Championship, avec toutes les équipes qu'il y avait, bah, ça équivalait aussi un petit peu à de la Ligue 1. Donc c'était pas un championnat dont j'avais peur. Donc je me suis dit, bon, étape par étape, j'ai une vingtaine d'années. C'est le moment de partir, c'est le moment de me tester, c'est le moment de tester aussi, voilà, sortir un peu de ma zone de confort qui était Metz, le public, etc. Donc là où j'étais un petit peu chez moi. Et l'Angleterre, bah, voilà, c'était un endroit où je voulais rêver, où j'ai rêvé d'y aller, où je voulais absolument jouer. Et je me suis dit, bah, les Queen's Park Rangers, c'est un club qui est historique. Et ce club, à ce moment-là, voulait jouer la montée. Okay. Donc jouer la montée, je me suis dit, bon, étape par étape, on va aller au Queen's Park et on va essayer de jouer la montée. Pourquoi pas, dans les 2-3 années qui arrivent, bah, être en première ligue. Et puis. Et hop, tu fais Arsenal. Voilà. Ah non, pas Arsenal. Non, toi, t'es quoi? Manchester United. Moi. Manchester United, mais bon, ça. après, ça va pas trop. C'est ça. Mais c'est un choix du cœur, t'aimes bien United? Ouais, j'aime bien United. Ouais, moi, depuis avec tout petit, moi, je suis très United, moi. Je suis fan de United depuis tout petit, parce que Beckham aussi. Donc, moi, j'étais fan de Beckham en tant que jeune. Mais voilà, donc c'était un petit peu dans cette logique-là. Je me suis dit, bon. Le projet est parfait. J'avais rencontré aussi Jimmy Floyd Hasselbaink, qui était le coach à plusieurs reprises avant de signer, qui était vraiment... il m'a donné envie de venir, en fait. Il m'a vraiment donné envie de venir. J'étais avec ma femme, on avait parlé ensemble, on avait déjeuné ensemble, vraiment avec Les Ferdinand. Donc c'était quelque chose... Enfin, moi, je tenais ça me tenait à cœur. D'avoir le contact avec le coach, d'avoir le ressenti avec le coach. J'ai connu ça avec Albert Cartier, j'ai connu ça avec José Riga, avec Philippe Hinsberger, donc toute cette proximité-là, ben, j'avais besoin de ça en fait pour prendre ma décision. Et j'ai ressenti ça avec Jimmy Floyd en fait. Et ma femme me dit, bah écoute, on se lance, on y va, ça va te faire une bonne expérience aussi à l'étranger. Toi qui aimes bien l'anglais, etc., parler anglais, ça va te faire du bien. En tu plus, le parlais déjà au moment-là? J'avais des bases, oui, j'avais des bases. Et après, ben voilà, c'était Londres, découvrir une nouvelle ville, voilà, sortir, comme j'ai dit, de ma zone de confort. Puis au début, ça s'est très bien passé. Franchement, ça s'est super bien passé avec Jimmy Floyd. J'ai commencé, mon premier match, j'ai marqué. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Et puis malheureusement, bah, Jimmy Floyd, quelques mois plus tard, il se fait limoger. Il se fait limoger, du coup, ton passage à QPR, ce que C'est j'allais ça. dire, il a parfois semblé compliqué malgré Voilà, ton ouais, potentiel. Ouais, Avec le recul, comment tu analyses cette période en Angleterre? Et puis, parle-nous un petit peu du public, parce que même en Ligue 2 anglaise, ça devait être vraiment incroyable. Ah, moi, j'ai connu des stades de folie. Leeds United, un stade de folie. J'ai connu Newcastle, c'était à ce moment-là, qui était descendu en Championship. C'était un très beau stade. Le nôtre aussi, c'était un Loftus Road, c'était un super stade. Ils avaient une chanson aussi, QPR, avant les matchs? Ouais, il y avait une petite chanson, ouais. Il y avait une petite chanson. Donc voilà, on rentre sur le terrain, tu as forcément cette ambiance-là. Donc tu voulais avoir ce sentiment-là de réussir. Donc moi, j'avais ce sentiment-là de réussir. Après, j'étais peut-être pas assez patient. Je pense, avec le recul, quand j'y pense, j'étais peut-être pas assez patient parce que bon, le nouveau coach est arrivé. Donc forcément, quand le nouveau coach arrive, il a ses petites têtes. Forcément, voilà, c'est un peu plus compliqué. C'était qui le nouveau coach? Ian Holloway. Ok. Ouais.
avec qui j'avais justement une bonne relation aussi, hein, mais un peu moins bonne qu'avec Jimmy Floyd et Hasselbank, mais il me faisait jouer, il me faisait pas jouer. Enfin, après, moi, je l'ai mal pris parce que bon, tu sors sur une saison avec Metz où tu fais, plusieurs saisons où tu fais 38 matchs dans la saison, et puis là, tu te retrouves à jouer des bouts de match, pas du tout, un peu sur le banc, Bah après, t'es pas dans le groupe, après, si. Donc, c'était une situation que je connaissais pas forcément. Donc, J'ai vu là, sur l'écran 35 matchs t'as fait avec Hyper, donc du coup c'était sur un an et demi, c'est sur pas un an c'est et pas demi, non plus, ouais. Donc, sachant qu'il y a 42 équipes quand même là-bas. Ah Donc, oui. t'as sans compter les coupes, etc. Donc t'as beaucoup de matchs quand même. En fait, c'est la première saison, t'as plus joué, les 6 derniers mois, Voilà, les quasiment 6 pas derniers mois, joué. j'ai pas joué, et puis même la deuxième saison, parce que j'étais parti après en janvier. Donc j'avais pas joué. Pourtant, l'année d'après, j'avais fait une très grosse prépa, et le coach comptait beaucoup sur moi. Je lui avais demandé si il comptait sur moi. Il m'avait dit oui, je compte sur toi, etc. Je vais te faire jouer. J'ai fait pratiquement tous les matchs de prépa titulaire, et je pensais que voilà, ça s'était lancé, mais au final, il s'avère qu'il a choisi d'autres options, et moi, bon, j'étais un petit peu frustré, et j'ai fait les 6 derniers mois, et puis après, j'ai choisi de partir. Ok. Ensuite, après l'Angleterre, tu fais le choix de revenir en France. Dans un club aussi où tu as fait beaucoup de matchs, c'est là en avant Guingamp. Pourquoi ce retour était important pour toi à ce moment-là de ta carrière? Tu avais quoi comme choix au moment-là? Tu n'avais que Guingamp ou il y avait d'autres il y avait quelques clubs en Angleterre en championship un peu plus modeste, je dirais, entre guillemets. Après, revenir à Guingamp, pourquoi? Parce que déjà, j'avais eu le président Bertrand Deplat qui m'avait sollicité à plusieurs reprises, même quand j'étais à Metz, pour rejoindre avec Jocelyn Gouvrenec, pour rejoindre Guingamp, justement. Et là, il est revenu à la charge, en fait. Il est revenu à la charge, il m'a dit oui, ça fait plusieurs, on s'était déjà parlé. T'as un profil qui me plaît beaucoup. Je sais qu'à Queen's Park, ça se passe pas très bien. Donc, nous, ici, tu reviens en Ligue 1. Déjà, tu reviens en Ligue 1, c'est quelque chose. Tu as un coach qui est Camboiré, qui t'avait suivi quand il était à Lens, et que là, il m'a parlé de toi, etc. Il t'aime bien aussi. Donc, en fait, tous les voyants étaient ouverts pour que je revienne. Donc, je jouais pas beaucoup à Queen's Park. Tu as un président qui te parle de toi, qui t'aime bien. Tu as un coach qui t'aime bien. Donc, voilà, mon choix était facile, en fait. C'était facile. Camboiré, on sait, coach quand même, il a coaché Paris Saint-Germain. C'est pas rien, c'est Antoine Camboiré. Il a un nom aussi. C'est une figure du football français. Donc forcément, tu vas apprendre quelque chose avec lui. Et je l'avais eu au téléphone à plusieurs reprises. Il avait montré un intérêt fort. Et voilà, mon premier choix, c'était vraiment Guingamp parce que j'ai senti le feeling avec Bertrand Deplat, qui était président, et puis Antoine Camboiré. Et il n'y avait aucune possibilité que tu reviennes à Metz? À ce moment-là, non. À ce moment-là, non, parce que je venais de partir. Et voilà, après, j'ai pas été forcément sollicité. T'aurais voulu? Si on t'avait sollicité, est-ce que tu y aurais pensé ou t'aurais dit non? Oui, j'aurais pensé, oui, c'est sûr. Parce que Metz, en plus, c'était en Ligue 1 à ce moment-là aussi. C'était au moment où il y avait Fred Hans qui a remplacé Hinsberger, ou c'était au moment où ils sont revenus de Ligue 1 avec Antonetti? Non, il me semble que c'était Fred Hans. Mais je crois que Hinsberger était encore là. Oui, il a fait les 6 premiers mois et après il s'est fait limoger. Parce que moi, quand je suis arrivé, on les recevait justement à Guingamp. Ouais. J'attendais ce match-là avec impatience. En plus, je crois qu'on avait fait nul ou je sais plus. Mais non, c'était Fred Hans qui était là. Je me rappelle parce que il y a une petite histoire. Fred Hans et Camboiré à un moment. Ah oui, je suis pas au courant. C'était là, ouais. Camboiré qui lui dit descends de là. C'est passé partout à la télé. Si, je me rappelle, c'était Fred Hans qui était coach à ce moment-là. Mais il n'y avait pas de sollicitation particulière avec Metz. Mais si l'opportunité se présentait, oui, j'allais réfléchir à ces Metz quand même. Ouais, je sais, mais bon, après, tu te serais peut-être dit, j'ai fait le tour, donc... Non, après, non, parce que au final, tu reviens où t'appartiens, quoi. Parce que quand on voit, par exemple, aujourd'hui, Bounassar, il est forcément revenu ici. Il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus. Moi, je pense que j'aurais... le choix du cœur, je pense qu'il aurait basculé. Ok, ensuite, quand tu arrives... après Guingamp, tu pars en Grèce, au Panathinaikos, un club historique du football européen. Qu'est-ce qui t'a poussé à tenter cette nouvelle aventure? On était en Ligue 2 avec Guingamp, on essayait de jouer la montée, on n'arrivait pas forcément. Ouais. Donc on était descendu l'année-là, donc on n'arrivait pas forcément, pourtant on avait une grosse équipe. Mais bon, t'avais des Ludovic Blas comme joueur quand même, t'avais des gros noms, et puis on avait des Ronny Rodelin, on avait une grosse équipe quand même. On jouait la montée, Youssouf Nchangama, je me rappelle, qui était aussi là. Donc on avait un gros effectif pour monter, mais on avait du mal à ce que la mayonnaise prenne. Et voilà, après j'ai eu cette opportunité Panathinaikos. Mon agent m'appelle, il me dit écoute, on a mi-saison, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a le Pana qui te veut, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit écoute, Pana c'est quand même un gros nom, quoi.
c'est la Coupe d'Europe, c'est un club mythique grec. Tu vois le public. J'ai réfléchi, je me suis dit, bon, est-ce qu'on ne tenterait pas l'aventure, quoi. T'as moyen de faire une Coupe d'Europe, parce que tu penserais jamais aujourd'hui en Ligue 2. C'est l'étranger, bon, tu vas tester un nouveau pays, le soleil, etc. Donc, tu vas avoir une appris le qualité grec de vie. là-bas? Ouais, un petit peu, oui. Un petit peu. Et il parlait beaucoup anglais aussi? Ouais, ou- beaucoup anglais. Bah, c'est que dans la base d'anglais. Donc voilà, il y avait beaucoup d'étrangers. Donc forcément, on parlait beaucoup plus anglais. En plus, j'avais mon expérience en Angleterre qui m'a permis de m'intégrer beaucoup plus. Et puis, bah, c'était Laszlo Bologna, justement, Ok. qui m'a appelé. Donc avec Pierre Drossi, ils m'ont dit, écoute, voilà, on veut te faire, etc. Donc, est-ce que tu acceptes? J'ai dit, bah oui, je suis dans le projet. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je me lance. Allez, je me lance. Ça faisait 3 ans que j'étais à Guingamp. Je me suis dit, bon, pourquoi pas changer d'air, essayer d'aller toucher l'Europe. Donc, chose que je voulais aussi depuis jeune. Donc, j'ai essayé de le faire avec le Panathinaikos. Et la première chose que quand je suis arrivé là-bas, c'était l'engouement des supporters, c'était incroyable. Ah, ils ont l'amour du maillot. Eux, c'est plus que de la passion. Eux, Ouais. c'est le c'est stade de la c'est folie. le Hein. stade qui t'a le plus marqué dans toute ta carrière? Ah, et après, malheureusement, j'arrive en période Covid. Ah, J'arrive en Ouais. période Covid. Donc, j'arrive, les stades sont fermés. Mm. Mais tu sentais que l'engouement, c'était incroyable autour du club. Mais c'était incroyable. On avait une pression, mais monumentale, quoi. Et j'ai connu les stades ouverts, heureusement, parce qu'à un moment donné, ils ont ouvert les stades l'année d'après. Et c'était une folie. Ah, Ouais. j'ai connu les derbies Olympiakos, Panathinaikos et inversement. C'était une folie. Franchement, c'était une folie. Ouais, je pense que ça fait partie des meilleures Mhm. ambiances que j'ai vécues. que t'as vécu Ouais, dans ouais, l'équipe avec qui t'as joué, C'est ça, dans c'est l'équipe ça. après que dans Ouais, les équipes ouais. que t'as affrontées. Est-ce que, par exemple, si tu compares un Vélodrome et un Panathinaikos, c'est comment? Ah, c'est similaire. Hein. C'est similaire? Ouais, c'est similaire. Après, c'est pas pareil. Bon, on va dire, t'es Metz, t'es Guingamp, tu vas au Vélodrome. Mm. C'est pas pareil que quand t'es le PSG, tu vas au Vélodrome, ou quand t'es Lyon, Panathinaikos, ouais. tu vas à l'Olympiakos. C'est pas la même chose. Là, c'est des rivaux. On est vraiment rivaux. Là, tu vois une ambiance, mais de malade mental. À ce match-là, tu le perds pas. Hein. Tu perds. Je pense que t'as les Ouais. spectateurs qui viennent. Moi, je me rappelle une anecdote. On s'entraînait avec Bologna. On connaît Bologna. On s'entraîne. T'as des ultras qui arrivent. Ils arrêtent l'entraînement, les mecs. Sécurité ou pas sécurité, les gars, tu les laisses passer, hein, parce que sinon, ils détruisent tout le centre d'entraînement. Une vingtaine de personnes, un peu de cagoulés, tout ça. Ils nous arrêtent l'entraînement. Par contre, les gars, on joue pas, nous. Hein, on n'est pas là pour jouer, tout ça, etc. Vos prestations, là, ces derniers matchs, c'est pas ça. Il y a un derby qui arrive. Il faut le gagner, ce match-là. Hein. Ouais, je me rappelle Bologna. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils veulent, eux, là? Ouf, j'ai dit non. Et il y a un dirigeant, il dit, écoute, reste tranquille, c'est mieux, parce que ces mecs-là, ils rigolent pas. Mhm. Ces mecs-là, ils en ont rien à foutre, ils ont rien à perdre. Ces mecs-là, ils ont vraiment, vraiment rien à perdre. Donc eux, ils sont là, ils vont t'encourager quand ça va super bien. Quand ça va pas, Ouais. ils vont te le dire. Mais c'est au-delà de la passion. Ouais, mais quand ça va pas, ils vont te Ah, choper. quand ça va pas, ils peuvent te choper. Ah, moi, j'ai entendu des histoires, ouais, t'as des voitures cassées parce que à un moment donné, tu te donnes pas à fond ou je sais pas quoi. Montre au moins ça. Et quand Bologna il est arrivé, il voulait parler, j'ai dit non. J'ai dit, ah oui, là, c'est chaud. Et les autres dirigeants, ils voyaient, ils disaient, écoute, c'est mieux, écoute, ça va durer 5 minutes, ils vont partir, tu vas finir ton entraînement tranquille. Donc, Mais laisse-nous gérer, quoi. et c'est là, laisse-nous gérer, laisse-les parler, écoute, dis oui, 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 et laisse-les partir. Et t'inquiète pas, le week-end, c'est les premiers à te mettre l'ambiance. Et c'est là, c'est toi que tu vas. Et je me suis dit, ah oui, on est quand même dans un autre monde, là. Ok. On est quand même dans un autre monde. Non, Parce que ça, si c'est ça clair. va bien, je pense que tu vis des meilleurs moments. Tu vis Ok. tes meilleurs moments, ouais. Ensuite, tu as connu les sélections en équipe de France jeune aussi, avant de finalement représenter la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ces expériences internationales ont représenté dans ta carrière? Tu as fait, il me semble, 3 matchs Ouais. avec le Congo, et puis avant, tu as joué en jeune, U18, U17, U16 avec l'équipe de France. Déjà, c'est une fierté déjà parce que moi, je suis né en France, donc c'était une fierté de porter le maillot de l'équipe de France dans plein de catégories de jeunes. Donc, j'ai fait toutes mes classes dès le début, donc quand on a commencé en 16 ans jusqu'en U19. J'ai fait à peu près toutes les catégories, ça s'est super bien passé, un peu moins sur la fin parce que j'étais un peu moins sélectionné, mais voilà, une grosse fierté, franchement, tu portes le maillot de l'équipe de France, t'es content. Et après, j'ai eu cette opportunité-là qui était le Congo, donc j'ai eu Cédric Bakambu qui m'a appelé, il me dit, écoute,
Tu veux pas venir représenter ton pays, tout ça, etc. Tu penses? Je dis, écoute, oui. Franchement, c'est une super opportunité. Moi, c'est le T'avais pays pas de le mes rêve parents. d'avoir le maillot bleu? Forcément, oui, j'avais le rêve d'avoir quand tu es en équipe de France jeune, oui, tu rêves de jouer un jour en équipe de France A. Après, quand Cédric m'appelle, il me dit, écoute, il y a moyen que tu joues pour le Congo, viens, tu découvres, c'est ta culture. Et je me suis dit, oui, mes parents, ils viennent de là, je suis d'origine congolaise. Donc forcément, ça m'a un petit peu sonné, quoi. Je me suis dit, non, en fait, ouais, c'est le Congo, en fait, que je veux. C'est vraiment le Congo que je veux, c'est vraiment ce pays-là que j'ai envie de représenter. Non seulement pour mes parents, parce que c'est une fierté pour mes parents, mes origines, toute ma famille. Donc porter ce maillot de l'équipe du Congo, bah, c'est un gros symbole. Je dis pas que la France, c'est un peu moins, mais c'est autre chose. Je dirais c'est autre chose, c'est plus profond. C'est une histoire, l'histoire de mes parents, de mes grands-parents, des parents, des parents de mes grands-parents. Donc c'est quelque chose de plus profond. Et quand j'ai eu ce premier appel, bah, forcément une grosse fierté. T'as le maillot congolais, je me rappelle, on joue au Stade des Martyrs, devant plus de 100 000 personnes. Tu les as gardés, tes maillots du Congo? Ah ouais, Ouais. forcément. Les 3? Les 3, je crois, ouais. Je crois les 3. Ouais, t'avais pas échangé avec une sélection. C'est qui Non. les sélections que t'as joué? J'ai joué, on avait joué on a joué le Congo, Brazzaville, je me rappelle, en qualif. On avait fait un match amical, on avait joué le Kenya, je me rappelle le Kenya, et le troisième match, c'était un match amical, je me rappelle, c'était au Maroc contre, je sais plus c'était contre qui. T'as marqué? Ce match-là, oui. Ouais, t'avais un but, c'est ça? Ouais, ce match-là, oui, j'avais marqué. Et non, c'était, moi j'avais gardé même les maillots d'entraînement, tout ça, etc., parce que bah, ça reste le Congo, hein. J'ai plein de photos dans mon truc, et puis ça m'a permis aussi de découvrir le pays parce que j'avais pas vu en étant Tu jeune. connaissais l'hymne national avant ou pas? Ouais, je connaissais un peu, oui. Ouais, je connaissais un peu, donc du coup, j'ai réappris, forcément, mais je connaissais un peu parce que je sais que mes parents le connaissaient, etc. Donc j'ai réappris ça. Mais voilà, non, c'était une fierté parce que tu découvres aussi une autre culture, tu découvres ta culture. Donc tu vois, quand je voyageais au Congo, tu voyais ta famille que tu n'avais jamais vue. Donc forcément, tu vois des choses que tu voyais pas quand tu étais en France, parce que moi j'ai grandi ici, j'ai fait toutes mes classes ici. Et voilà, c'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. T'étais pas triste d'avoir pas pu jouer un peu plus de matchs? Si, par exemple, de forcément. pas faire une CAN? Ah si, forcément, hein. Forcément, en plus, à ce moment-là, je me blesse. J'étais au Queen's Park Rangers, donc je me blesse. Donc forcément, beaucoup moins de sélection. Après, le temps que tu reviennes, tu passes un peu aux oubliettes. Après, tu joues un peu moins. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Et puis à ce moment-là, on avait une très belle génération, hein. Très belle génération. Nisken Skebano, Bolassi, Bakambu. Tu avais une grosse génération quand même. Chancel Mbemba qui était déjà là. Donc tu as une très bonne génération. Et puis la concurrence était quand même assez élevée, même si on était dans le processus. C'était dans lesquelles années que tu as été là-bas? C'était quoi, 2018? Voilà, c'est quelque chose qui te marque quand même. Qui te marque, tu as envie de... Ça marque, hein, ça marque. C'est sûr. Ensuite, je vais te poser une question que je pense beaucoup de supporters de Metz attendent ta réponse. Ouais. Ton aventure au Panathinaikos ne se termine pas forcément comme prévu. Ensuite, contre toute attente, pour beaucoup de supporters messins, tu signes à l'AS Nancy-Lorraine. Comment tu expliques ce choix et comment tu as vécu les réactions autour de cette décision? Je me suis pas fait Moi, écoute, je t'en veux pas. Non, mais vraiment, personnellement, je t'en veux pas. J'étais juste surpris et un peu déçu sur le coup. Ouais. Je sais, par contre, qu'il y a des supporters qui t'en veulent toujours aujourd'hui. Mais moi, franchement, je comprends totalement ces supporters-là. Je les comprends totalement parce que, déjà, moi, dans ma tête, c'était impossible. Mais vraiment, jamais de ma vie, j'imaginais porter un jour le maillot de Nancy. Parce qu'il s'est passé, t'es formé à Metz. Je suis un peu dans l'ancienne génération. Et avec tous les derbies aussi que tu as vécu. Avec tous les derbies que j'ai vécu. Donc moi, porter un maillot de Nancy, c'était pas impossible. Vraiment impossible. Après, j'étais dans un moment en fait de ma carrière où c'était très difficile au Pana. Il y a eu changement de coach, Bologna était parti, nouveau coach qui est arrivé, qui te faisait pas forcément confiance, on te fait sentir qu'on ne te veut pas, faut que tu dégages, même si tu es sous contrat. Et écoutez, moi j'ai dit, il n'y a pas de souci, moi je peux partir, mais le problème c'est qu'on me prévient tard dans le mercato. Je ne peux pas préparer mon mercato proprement, convenablement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc moi dans ma tête, je reste au Pana jusqu'à la fin de mon contrat. En juin, je trouverai une autre issue, il n'y a pas de souci, il me reste 6 mois de contrat, je reste les 6 mois. Non, il faut que tu partes. Non, il faut que tu partes, etc. Donc on m'a forcé entre guillemets à partir. Chose que je voulais pas, donc avec mes agents, on a essayé de trouver des solutions.
On a tendu des perches, beaucoup de perches. À Metz? On a tendu des perches. Ouais. Non, on a tendu des perches, beaucoup de perches. On a essayé d'ouvrir des portes, essayé de solliciter plein de clubs, etc. Mais bon, on arrivait sur une fin de mercato, c'était pas facile. Donc voilà, on avait beaucoup de réponses négatives. On avait ouais, non, oui, non, non. Et il y a eu la seule personne qui m'a appelé et qui a voulu m'aider, C'est Albert. Albert Cartier. Il m'appelle, il me dit écoute, faut que tu viennes, j'ai besoin de toi, t'es en difficulté chez toi. Je lui dis. Et la première chose, je me rappelle, la première chose que je lui réponds, je dis coach, franchement, je vous adore, hein, je vous aime, tout ça, etc. On a vécu des bonnes choses ensemble. Je lui dis mais c'est impossible. Donc je lui mets un non catégorique. Je lui dis non, c'est pas possible. Impossible que je signe à Nancy, coach. Je suis désolé, mais non. Il me dit écoute, t'es en difficulté. Ce qui se passe au Pana, c'est voilà, c'est une question de sécurité. Il me dit je connais la Grèce parce qu'il a joué, donc il me dit je connais la Grèce. Il me dit attention. Et moi, bah forcément, tu te dis bon, ta famille est pas très en sécurité. Bah, tu as des personnes du club, même si franchement les personnes très gentilles, hein, qui viennent en bas de chez toi à des heures pas possibles. Il faut que tu signes le papier, il faut que tu partes, etc. Toi, tu te dis non, tu pars pas. Mais ils savent où t'habites. Ta femme qui est là, qui dit ah, écoute, on a 2 enfants quand même. Tu vois, c'est. Ils avaient quel âge au moment-là? Ah, le petit, il avait, c'était quoi? Il avait 5-6 ans. Ouais. La petite est très jeune. La petite avait. Ah non, j'avais les 3. Ah oui, non, j'avais les 3. J'avais les 3 parce que la petite est née à Guingamp, donc elle était bébé encore, donc elle avait un peu plus d'1 an. Il y avait la deuxième qui avait 3-4 ans, donc le petit qui avait 5-6 ans, 6 ans, 7 ans. Et on me dit ça, on me dit, ah, t'es pas trop tu te sens pas trop en sécurité, quoi. Tu vois, ma femme qui était pas non plus très rassurée, tu dis, bon, il y a des gens comme ça qui viennent te faire signer des papiers à des heures bizarres, bon, c'est un peu bizarre, quoi. Écoute quand même, voilà, on n'arrive pas à trouver de solution avec l'agent. Les clubs, il y a des clubs qui disent non, il y a si, t'as essayé d'ouvrir des portes, on te répond pas, on te refuse. Il y a Albert Cartier qui t'appelle, qui te dit écoute, moi je suis prêt à t'aider, viens avec moi, on est dans le maintien, tout ça, etc. Faut que. Voilà, c'est le seul, entre guillemets, dans cette période-là qui m'a tendu la perche. Il est fort quand même en négociation parce qu'il a réussi à t'amener toi, Diafre et Gaëtan. Hein. Ben, il est fort. Après, pour être honnête, j'ai sollicité beaucoup de personnes avant de prendre ma décision. Ah, moi, j'ai appelé. Pour moi, c'était improbable. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. J'appelle des coachs que j'ai connus. J'appelle même des journalistes. J'appelle même des supporters avec qui j'étais. Des ultras de Metz. Hein. Des ultras de Metz avec qui j'étais en très bons termes. Donc, j'ai pas expliqué. J'ai expliqué en diagonale un petit peu la situation. Et bizarrement, toutes ces personnes, même des supporters de Metz, m'ont dit, il faut que tu y ailles. C'est ta famille avant tout. T'aimes le foot, donc forcément, même si... Parce que moi, j'ai dit, mais moi, je préfère rester sans contrat que de signer à Nancy. Ouais. Mais tu peux pas rester sans contrat parce que t'aimes trop le foot. Tu veux jouer au foot. Tu vas pas rester 6 mois sans rien faire. Et tu vas, tout simplement, on connaît le foot, ça peut pas très très vite partir. Albert Cartier qui t'appelle, qui te dit, écoute, viens. Aujourd'hui, c'est ta seule option, c'est de venir à Nancy. Et voilà un petit peu comment ça s'est fait. Donc voilà, après avoir pris la température un peu à droite, à gauche, bah, j'ai dit écoute, merci déjà de m'avoir tendu la main. Et puis voilà, je signe à Nancy comme ça. Et les supporters nancéens t'ont accueilli comment là-bas? Au début, c'était pas facile. Hein. Bah, c'était pas facile parce que le passif, quand tu célèbres devant eux, forcément, c'est pas facile. Mais il y a beaucoup aussi, pareil, hein, c'était un peu mitigé. T'en as beaucoup qui étaient contents que je sois là, bizarrement. Mais tu te dis, bon, bah, finalement, en fait, ça va au-delà du football. Ça va au-delà de la rivalité. Tu as des personnes qui t'ont bien accueilli. Et le club de Nancy, franchement, bah, même les personnes qui travaillent dedans, super bien accueillis. Il n'y avait aucune... bah, voilà, et c'est toute bienveillante. Et voilà, ça s'est fait naturellement comme ça, bien, assez bien. Même si... Après, la saison a été compliquée aussi. La saison a été très compliquée. Voilà, on jouait le maintien, c'était pas facile. Et voilà, j'ai pas fait non plus énormément de matchs. Mais j'aurais aimé marquer plus parce que au final, bah, tu défends un club quand même. Quand tu défends un club, que ce soit Nancy, Metz,
malgré le passif, bah, tu as envie que le club réussisse, tu as envie que tu te donnes à 100% pour le club. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout donné pour Nancy, pour qu'on puisse se maintenir. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais et voilà. Ok. Ensuite, avant de repartir vers le Danemark, tu passes une préparation également aussi à la PMS aux côtés de Bertrand Antoine. Pourquoi c'était important pour toi de passer par cette structure à ce moment-là de ta carrière et quelle relation tu gardes avec Bertrand Antoine? Il y a également aussi, on parlait aussi un peu de l'Australie. Donc d'abord, peut-être nous parler un petit peu ce moment à la PMS et après on pourra parler du Danemark et de l'Australie. Ouais, la PMS, en fait, c'était c'était un moment où j'avais fini justement mon contrat avec l'Australie et je cherchais un endroit pour m'entraîner, pour garder le rythme justement de ce que j'avais pu faire en Australie l'année d'avant, la saison d'avant, où j'avais fait une saison assez complète. Et Bertrand, j'ai sollicité Bertrand, il m'a dit écoute, moi maintenant j'ai la PMS, je suis plus à Metz, mais j'ai la PMS, tu peux venir t'entraîner avec nous. On essaye de construire quelque chose de solide, il y a un gros projet qui se met en place autour de la PMS. Et tu vas voir, il y a des anciens comme Sami Kelly, Lucas Toussaint, Hervé Moukam à l'époque qui s'entraînaient aussi là. Donc il m'a dit t'es pas en terrain connu, quoi, tu vas pas venir, il y a des personnes que tu connais, dont moi. Donc viens t'entraîner avec nous. Et écoute, nous, bien sûr, on aimerait te signer, mais si toi, ça peut t'aider à... Toi, t'aurais voulu signer? Enfin, c'était une éventualité de pouvoir signer? Non, tu voulais pas. Non, à ce moment-là, tu sais que j'étais très surpris quand j'ai vu une des premières photos où t'es venu, je dis, waouh, Yenny va venir à la PM. À ce moment-là, non, j'étais pas prêt à passer le cap, en fait. Ouais, j'étais pas prêt à... Tu t'es entraîné aussi avec David? Ouais. David, c'est un très bon ami à moi. Ouais, d'accord. Et du coup, tu t'es entraîné avec lui. Ouais, je me suis entraîné. Franchement, c'était super. Hein. Franchement, moi, en fait, redescendre de plusieurs niveaux, en fait, tu redescends en humilité, tu redescends en tout, en fait. Et tu as ce côté amateur que tu avais connu quand tu étais plus jeune. Moi, dans mes équipes de jeunes, quand j'étais à Besançon, tu retrouves en fait cette convivialité, cette proximité avec les entraîneurs. En fait, c'est le monde amateur, quoi, qui... Ouais, mais des fois, ça peut être compliqué. On m'a dit que c'était plus compliqué une personne qui passait du pro à l'amateur que de l'amateur au pro. Des fois. Moi, bizarrement, non. J'ai trouvé que c'est le fait que tu sais qu'il y a des joueurs, ils viennent des fois aussi en mode un peu plus chill. Oui, mais après ça, moi je trouve que c'est normal. Parce que bon, tu as un travail à côté. Le foot, pour toi, c'est du plaisir. Nous, quand tu es en pro, c'est un travail. Eux, c'est du plaisir. Ils viennent prendre du bon temps avec les amis. À la fin de l'entraînement, c'est bière. Voilà, tu suis une petite hygiène de vie pour ta santé, etc. Mais tu n'as pas forcément une hygiène... qui est carré, etc. Tu viens pour t'amuser, tu viens pour décompresser du travail, tu viens pour, c'est le football que par passion. Nous, c'était un travail, donc tu viens, tu es au boulot, tu dois avoir des résultats, tu dois avoir ci, tu dois avoir, t'as un employeur qui te paye pour faire certaines choses. Et là, bizarrement, j'ai beaucoup aimé ce petit stage, entre guillemets, que j'ai fait avec la PMS, parce que je suis retombé un petit peu dans toute cette pression-là du haut niveau. Tu retombes un peu dans tout ce qui est amitié. Tu partages des moments en fait que tu peux peut-être pas partager avec tout en étant professionnel. Et je disais à ma femme, franchement, j'ai l'impression de vivre des moments incroyables. J'ai l'impression d'être quand j'étais gamin à 8 ans, 9 ans à Clémenceau où j'étais dans mon club de jeunes. Donc ces moments-là, franchement, je pense que c'est inoubliable. Inoubliable parce que et je garderai toujours le bon souvenir. Bon, après, avec Bertrand, c'était dur aussi la prépa. On a fait une grosse prépa. C'était pas facile. Hein. Je me suis même dit, c'était même des fois plus dur qu'avec les pros. Mais je t'ai dit, ils sont bien potes. Ah ouais, non. Ils font les mêmes prépas. Avec Bertrand, c'était très, très dur. Mais non, après, ça m'a permis de m'amuser déjà, premièrement, parce que le football, avant tout, c'est un plaisir. Et j'ai retrouvé ce plaisir-là. Bizarrement, en étant un amateur, j'ai retrouvé le plaisir de rejouer au foot. Et pourtant, j'étais en Australie, ça s'est super bien passé. Hein. J'ai retrouvé le plaisir de jouer au foot, de toucher le ballon, de rigoler, de passer du moment des fois après les entraînements. J'ai même fait des matchs amicaux avec eux. Donc Bertrand m'avait inclus dans le groupe, même si j'avais pas de licence, même si il m'a inclus dans certains matchs amicaux. Donc j'ai fait quelques matchs. Ah oui, j'ai marqué, ouais. J'ai marqué un but, je crois, il me semble, contre des Luxembourgeois. Donc voilà, c'était retrouver un peu tout ce football amateur un petit peu, tu le retrouves et puis tu reprends un peu goût au football, goût au plaisir et tu vois un autre monde quoi que ce qui est en professionnel. Et puis moi j'en garde des très bons souvenirs.
Très très bon souvenir. Ok. Ensuite, du coup, je voulais que tu nous parles un petit peu de l'Australie et le Danemark. C'est des pays un peu Ouais. atypiques, surtout en Australie. Ouais. Donc, explique-nous un petit peu. L'Australie, c'était avant la PM C'est ça. et Danemark, c'était après. Du Ouais. coup. L'Australie, j'étais à Nancy justement, où Cartier me fait jouer, me donne du temps de jeu, donc ça m'a permis un peu de me réouvrir un petit peu des portes. Et je reçois un appel c'était l'agent de Bouna d'ailleurs, l'agent de Bouna qui m'appelle, il me dit écoute, Ça s'appelle comment? Tutti Mendy. Ok. Donc il m'appelle, il me dit écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Est-ce que tu connais l'ancien joueur Faïd Ben Kadfala, tout ça, etc., qui est à Bordeaux, qui a fait une grosse carrière quand même. Il est en Australie, il est agent, tout ça, etc. Bon, il cherche des joueurs un petit peu français, européens, pour venir en Australie. Donc il y a des bons projets, il y a des bons clubs, etc. Puis moi, franchement, j'ai jamais pensé une seconde à aller en Australie, à l'autre bout du monde. Ouais. J'ai jamais pensé même à ce pays-là. Tu vois, c'est... Et tu étais encore en contrat avec Nancy ou c'est parti? Non, c'était en Ok. fin de contrat, ouais. Donc j'étais joueur libre, donc et ça arrive assez vite en plus. Donc à la fin de mon contrat, il m'appelle, il me demande, voilà. Et puis moi, je voulais pas attendre, je voulais m'engager dans un projet. Et j'avais un peu peur du mercato, comment ça allait se passer, est-ce que je vais attendre, combien de temps je vais attendre. Et puis il y a ce projet-là, Australie, qui arrive. Donc donc voilà, je parle avec Faïd. Et j'ai le coach justement d'Australie, c'était Mark Woden à l'époque, qui m'appelle, qui me dit écoute, moi je peux venir jusqu'en France, on peut se voir. J'ai dit putain, l'Australie jusqu'en France, tu vas faire je sais pas combien d'heures de vol pour me voir. J'ai dit ok, écoutez, si vous voulez venir, venez, il n'y a pas de souci, on peut se rencontrer. Donc on s'est rencontré avec lui, avec ma femme. On a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté. Et vraiment top. Top. Ouais, le discours, j'ai beaucoup aimé. Il m'a montré des vidéos du centre d'entraînement, du public, incroyable. Je me suis dit, ah ouais, il y a ça en Australie. Je me suis dit, waouh. Il m'a montré la ville de Sydney. Il me dit, ah écoute, Sydney, c'est comme ça, vous allez aimer. Il me dit, tu vois, ta femme, elle va tomber amoureuse de Sydney. Toi, tu vas aimer Sydney. Vous allez voir, on va passer, voilà, même si c'est 1 an, tu viens, tu découvres, etc. Moi, je regarde ma femme, elle était pas très très chaude. Elle me dit, c'est loin quand même, l'Australie. Et bizarrement, écoute, moi j'ai dit, écoute, moi j'y vais. Ma femme, elle me dit, ah bon? Elle dit, tu veux pas attendre, il y a peut-être des meilleures offres. J'ai dit, je sais pas, je sens le truc, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tester. Et puis regarde, il y a un super public, un gros public quand même. Des installations incroyables. J'ai dit, franchement, il y a tout. Le coach il m'aime bien. Donc, j'ai dit, écoute, on va faire le test, quoi. Et du coup, c'est comme ça que je suis en Australie. Ok. Je suis en Australie, ça se passe super bien. Et je pense que c'était les meilleures périodes de ma vie aussi, quoi. En tant qu'être humain. Hein. Donc, j'ai vécu des choses là-bas qui sont incroyables. Ouais, tu m'étonnes. Puis les gens là-bas aussi, ça doit être une autre culture. C'est une autre culture. Il doit y avoir des sacrés animaux aussi là-bas. Ah, ça, c'était la plus grande peur de ma femme. C'était les animaux, les araignées, les serpents, etc. Et pourtant, j'en ai pas eu beaucoup. On en a eu 2 grosses quand même, des araignées. Et pourtant, moi, quand je suis arrivé, tu vois, c'était pas... C'était, voilà, non, il n'y a rien, tout ça, etc. Même des Australiens, ils n'avaient jamais vu ça, tu vois, des serpents, tout ça. Je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. En fait, ce qu'on entend à la télé, c'est faux. Et au final, tu vois, ma femme, elle me dit, mais t'es sûr? Je dis, ouais, il n'y a rien. Le jour où elle arrive, grosse araignée, j'ai dit, ah ouais, mince. Là, ça va être compliqué. Mais non, mais je pense que au niveau de vie famille, je pense que c'est là où on a passé, franchement, je pense, nos meilleurs moments. Okay. Nos meilleurs moments, parce que aujourd'hui, les enfants, ils parlent encore de ça. Et du coup, tes enfants, ils ont pu parler un peu anglais? Ouais, justement, ils parlent anglais tous grâce mes 2 premiers pratiquement bilingues, bilingues. Après, les 2 derniers, ils étaient bébés. Donc, mais voilà, mon fils, il a beaucoup progressé au foot là-bas. Ma fille, elle a beaucoup progressé dans tout. À l'école, ça se passait super bien. C'est une autre culture, c'est une autre mentalité. Et oui, non, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Franchement, je pense que si mes enfants en parlent encore aujourd'hui de l'Australie, c'est que ça les a beaucoup marqués. Puis on a passé aussi des super moments. On avait Marcelo qui était à Lyon, qui est venu aussi nous rejoindre. T'avais Romain Malfitano aussi, on était très proches. Après Schneiderlin qui est venu un petit peu, Morgan Schneiderlin qui est venu un petit peu après. Donc on n'était pas non plus dépaysés, il y avait un petit peu de français. Mais voilà, c'est des moments qu'on a passés incroyables. Ok, et pour le Danemark? Parce que là, du coup, le temps, ça devait pas être la même chose. Là, c'était autre chose. Hein. Autre chose. Non, Danemark, franchement, c'était un peu comme l'Australie. On a passé aussi nos meilleurs moments là-bas.
Donc, je sais pas si ma femme serait d'accord, mais si on devait faire un classement, Australie et Danemark. Moi, Australie parce que le climat, etc. Mais elle, Danemark, parce que elle a beaucoup aimé la sécurité. Tes enfants sont... Voilà, moi, j'ai jamais senti mes enfants... ils ont toujours été heureux là-bas, quoi. Toujours été heureux là-bas. C'était vraiment l'antagoniste de la Ah ouais, Grèce, non, quoi. vraiment... Je parle pas du côté sportif, là, je parle vraiment Ah du oui, côté oui, humain. moi je te parle de côté sécurité. Ah ouais, non, mais aussi. c'est incroyable, incroyable. On a vécu 2 années au Danemark, mais incroyable. J'ai jamais aussi aimé un pays comme le Danemark aussi, hein. L'Australie, oui, mais le Danemark, c'était quand même quelque chose, hein. C'était quelque chose. J'ai passé les 2 années de ma vie qui étaient incroyables au Danemark. Et après, footballistiquement, ça s'est très très bien passé aussi parce que j'ai beaucoup joué la première année. La deuxième saison, sur la fin, un peu moins, mais voilà, on a assuré 2 maintiens. Et c'est des maintiens, c'était pas facile, hein, parce que on partait avec un gros handicap et on se maintient sur la fin. Et on a même failli faire la Coupe d'Europe sur la première année. Ah oui. Parce que c'est des systèmes de play-off, etc. Donc on avait fini 2e, il me semble, dans notre groupe. Et voilà, on a failli faire les play-offs, la Coupe d'Europe. Et la deuxième année, un peu plus difficile, mais tout aussi éprouvante et tout aussi magnifique parce que tu te maintiens à l'avant-dernière journée. Donc ces 2 années incroyables. Franchement, j'ai vécu des trucs avec des personnes incroyables. Non, en Australie, au Danemark, c'est des années où ma famille, surtout en termes humainement, on a été très très marqué par ces périodes-là. Et puis revenir en France, je pense que ça a été dur pour tout le monde. Ok. Ouais, ça a été pas facile pour tout le monde, mais ouais, parce que c'était quand même marquant. C'était vraiment marquant. Et puis même encore le Danemark, les enfants, ils en parlent. Donc, Non, c'est sûr, c'est que ça a dû vraiment les ah marquer oui, également. ça les a marqués. Beaucoup, beaucoup. Donc tu reviens en France, comme tu le dis, et tu fais ce fameux stage à l'UNFP pour ensuite rejoindre le CS Sedan-Ardennes, un club historique du football français. Quelles sont les plus-values de ce genre de stage à l'UNFP et pourquoi après avoir choisi le projet Sedanais? Au début, j'étais sceptique, hein. J'étais vraiment sceptique à rejoindre le stage UNFP. Attends, on a un peu on est un peu fier un peu en tant que footballeur. Ah, tu vas pas faire le stage UNFP, c'est les sans contrat, etc. Oui, ce que Donc, j'allais dire, c'est un peu comment dire, le centre des chômeurs. voilà, quoi. exactement. C'est le centre des chômeurs. Donc, tu veux pas faire partie de cette catégorie-là. Donc, forcément, tu t'entraînes un peu seul. Moi, pourquoi j'avais justement fait l'APMS, c'est parce que je voulais pas qu'on me... Ah, c'est un chômeur, etc. Oui, qu'on te mette dans une case. Voilà, qu'on me mette dans une case, exactement. Et le stage UNFP, bizarrement, ma femme m'a dit, écoute, lance-toi, vas-y. T'as des personnes que tu connais. T'es délégué UNFP. T'as des infrastructures incroyables. T'as tout ce qu'il faut. T'as des kinés, t'as des coachs, t'as tout comme un club pro, en fait. Pourquoi tu y vas pas? Ah, je dis, bon, écoute, j'y vais. Je me lance, j'y vais, je m'inscris. Je me suis inscrit au stage UNFP et ça s'est super bien passé. Je me suis vu, j'avais l'impression d'être dans un club de foot, dans un club de très haut niveau. Parce que les entraînements qu'on avait, c'était avec des entraîneurs de haut niveau. Tu avais des joueurs de haut niveau, parce que tu as des joueurs de Ligue 1, Ligue 2, Il y avait qui? un peu national. Moi, à mon moment, il y avait Marcus Coco, Florentin Pogba. C'était quand même des noms. En coach, on avait Mika Siani. Il était l'un des coachs. Après, voilà, on avait des prépas physiques, on avait des kinés à disposition. Tu as un bus à disposition, tu es dans un hôtel, tu as à manger, mais tu as vraiment tout comme un club pro. Si ce n'est Et plus. t'habitais où au moment-là? Moi, j'étais sur Metz. Donc, Ok. du coup, ma femme, elle est restée sur Metz. Moi, je suis allé sur Paris. Donc, j'ai fait 2 semaines sur Paris. Donc, avec le stage, on rentrait le week-end après les matchs, etc. Donc, on avait quelques jours off. En fait, on avait le programme d'un club professionnel, quoi. Et l'intensité, etc., c'est comme un club professionnel. Et ce qui est bien dans ce stage-là, c'est qu'en fait, vu qu'on est tous au même niveau, on est tous en recherche de club, on s'entraide tous. On s'entraide tous, on veut que l'autre ait un contrat, et dès qu'un part et qu'il a un contrat, on est tous heureux pour lui. On avait un groupe WhatsApp, on s'écrivait des conneries, des trucs comme ça, mais voilà, c'était super bon enfant avec les coachs, etc. Il y avait tout le monde dans le même groupe. Donc en fait, c'est une famille, en fait, l'UNFP, c'est une famille. Et l'aide qu'ils apportent aux joueurs qui n'ont pas de contrat, moi aujourd'hui, j'ai dit, ceux qui n'ont pas de contrat, allez vous inscrire à l'UNFP. Parce que c'est le meilleur endroit pour te préparer à ce que tu trouves un contrat. Et en plus, ils t'aident à chercher des clubs, à chercher des trucs. Donc tu as toute une structure qui est là derrière toi pour te pousser à être performant et à trouver un nouveau projet.
Effectivement, j'en profite. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur l'UNFP en général, j'ai fait l'interview de David Terrier, le président de l'UNFP, mais également de Franck Signorino. Donc je vous invite à aller voir la vidéo et vous aurez un peu plus de réponses sur l'UNFP. Donc du coup, ensuite, je te demandais pourquoi tu as choisi le projet Ceux d'année. Et ouais, ça me trottait dans la tête. Je me suis dit, bon, c'est quand même une expérience sur du long terme. C'est un projet sur du long terme. J'ai 34 ans, j'arrive quand même sur la fin. Donc, préparer aussi l'avenir. J'ai le directeur sportif qui est Olivier Perrin, qui me connaît très très bien, qui peut me former aussi parce que j'ai envie de, voilà, plus tard, pourquoi pas être peut-être entraîneur ou voilà. Donc, j'ai dit, il y a peut-être tout qui est réuni. Je suis pas loin des familles non plus. Donc, il y a peut-être tout qui est réuni pour que, voilà, que je reprenne du plaisir. Sedan, c'est un club mythique. Il y a des supporters. Ils me disaient, mais tu te rends pas compte, hein, moi, je suis allé voir un match. Tu as 2000 personnes qui viennent au stade. Hein. Tu étais en R2 à ce moment-là. Hein. Tu as 2000 personnes qui viennent au stade. Je ne sais plus combien ils avaient fait pour la montée. Je me suis dit, bon, tu te sens comme dans un club pro, quoi. Avec les supporters, etc. Donc j'ai dit, écoute, c'est un projet qui peut me tenter. J'en ai parlé avec ma femme. Ma femme m'a dit, écoute, ouais, fonce. Il y avait déjà Anthony et Herven au moment-là aussi. Ils avaient signé, ouais. Est-ce que ça a joué aussi dans ta réflexion? Oui, ça a aussi joué un petit peu quand même. J'ai vu Anthony signer quelques semaines avant. J'ai vu Moukam signer quelques semaines avant. Je me suis dit, c'est des personnes que je connais quand même, quoi. Et je voyais des joueurs qui arrivaient. Donc, il y avait... Et puis après, bon, le Kailu me disait, oui, écoute, c'est une coach. J'ai dit, ah bon, c'est une fille, une femme. Il me dit, ouais, c'est une femme, Elise Bussaglia, KP, équipe de France, tout ça. Donc, j'ai dit, elle connaît le football. Et tu la connaissais? Tu connaissais sa carrière? Je connaissais pas, franchement, je connaissais pas Elise. Okay. Après, je connaissais pas sa carrière, etc. Donc, après, j'ai fouillé, j'ai regardé, Elise... Troisième femme avec le plus de sélections, je crois, avec l'équipe de France. Donc, oui. Elise, la première chose qui m'a marqué, une grande coach, elle connaît le football, quoi. Elle connaît le football, elle est très forte même dans son analyse. Et puis il faut avoir les épaules pour s'occuper d'un groupe d'hommes, etc. Je ne sais pas si c'est sa première grosse expérience aussi en tant qu'entraîneur. Il me semble que c'est sa première grosse expérience avec brio, parce que l'année dernière, elle fait la montée de R2 à R1. Et là, cette année, moi, quand je suis arrivé, j'ai vu une coach de très haut niveau. Très, très haut niveau, qui prépare ses diplômes, qui est aussi en apprentissage. Et moi, ça s'est tout de suite fait naturellement. Hein. On parle football, on parle, voilà, et très humain. Forcément, quand tu es une femme, tu as ce côté aussi maternel, mais très exigeante. Très, très exigeante. Donc, elle sait amener un groupe. C'était une grande joueuse aussi, donc forcément, c'est aussi beaucoup plus facile aussi. Elle connaît un petit peu. Et elle m'a dit clairement, écoute, moi, je veux pas que tu me fasses des miracles. Je veux que tu joues ton jeu, je veux que tu nous apportes, voilà, ton expérience, etc. Mais l'amateur, ça n'a rien à voir avec les professionnels. Donc, tu vas pas, il y a des fois, tu vas être un peu perdu parce que, voilà, si toi, tu vois des choses peut-être que les autres ne voient pas, mais il y a des autres. Il a dit, mais là, faut que tu arrives à avoir cette balance-là. Mais en fait, elle m'a mis directement à l'aise, quoi. Donc, sans pression. Donc, tout de suite, la pression du résultat, de faire monter le club. Parce que c'est ton pote qui est propriétaire du club, etc. Donc tout de suite, en fait, elle, t'as pas de pression à avoir. Donc, t'as pas de pression à avoir. Joue ton football. Joue ton football, t'es bon. Tu vois, là, tu vas jouer. Elle me dit, mais par contre, voilà, t'es pas bon. Tu sautes. Non, vraiment, elle est comme ça. Élise, j'ai pu l'interviewer, faire une toute petite interview avant votre match face à Amnéville. Moi, j'aime bien. Elle est gentille comme tout. Franchement. Très ouverte. Très ouverte. Très ouverte, mais quand il faut être exigeant, elle est très, très exigeante. Elle a un objectif en tête. Mais moi, je la vois beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Et du coup, cette saison, vous venez de terminer champion. Enfin. Enfin, oui. Après ce match nul face à Épernay, quel regard tu portes sur cette saison et sur ce titre? Je pense que c'est une saison qui était difficile parce que y a rien qui est facile déjà dans le football. Tout le monde nous voyait écraser le championnat avec 20 points d'avance, 15 points d'avance. Mais non, il s'avère que c'était pas facile. C'était pas facile parce que tu as des équipes aussi qui jouaient très bien, comme Montreuil, Épernay. Il y a Pani qui était là aussi à titiller un peu. Étanges, la grande surprise qui... T'as des équipes aussi chiantes un peu à jouer comme Ucange, Bonny. Étanges, Bonny, voilà, ce sont des équipes qui... Et puis même Amnéville, ce match-là. C'était pas si facile. Anthony, il sauve pas le péno, je pense c'est un autre match. C'est un autre match.
Et c'est un pénalty à venir pour le CSO Amnéville après cette faute subie par Alilouche Vincent qui a été chercher ce pénalty. Et Amnéville et Erdogan au bout du pied pour pouvoir ouvrir le score. Duel à venir face à Anthony Mfa. Erdogan dans la parade incroyable d'Anthony Mfa qui, on le voit au ralenti, se détend de tout son long pour sortir ce ballon. Et là, par contre, la contre-attaque, elle peut faire mal pour Sedan, avec Mbakoto, l'extérieur du pied magnifique, pour Colin Villa qui va chercher certainement une solution au centre, et ça sera Daouda Gueye au deuxième poteau, et enfin le verrou amnévillois qui est rompu, et c'est Daouda Gueye qui venait de rentrer à l'instant, il y a même pas 45 secondes, qui délivre Sedan à 0. Exactement, donc t'as quand même un groupe qui était très difficile à jouer. On avait fait une grosse prépa, ça s'est bien passé en début de saison, on a eu un petit coup de moins bien, mais on a su garder le cap quand même. Donc après, on a eu un petit peu chaud parce que les autres, ils revenaient un petit peu, donc on était un petit peu sur notre mauvaise période, mais les autres, ils revenaient. Et tu gagnes pas contre ces équipes-là, justement, de haut de tableau. Tu arrives à faire des résultats contre ceux du bas, mais contre ceux du haut, tu as un peu plus de mal, même si tu domines un peu ces équipes-là. Mais voilà, tu as du mal à avoir des résultats, donc forcément, on se pose des questions. Et au final, tu finis champion parce que tu gardes le cap, tu as gardé une exigence qui était très élevée, qui était très, très, très haute. Et tu as un groupe de joueurs aussi, que ce soit les joueurs qui jouent en R3 ou les joueurs qui jouent en R1, tout le monde jouait le jeu. C'est pas facile. Tout le monde savait que c'était pas facile de faire des sélections. Tu as 14 joueurs dans la feuille de match. Donc et nous, on a un groupe de 28-30. Et 28-30 de très bons joueurs. Des joueurs qui, la R3, enfin notre équipe. C'est pour ça qu'elle a survolé aussi le championnat de notre R3. équipe R3, elle peut jouer en R1, mais voilà. Donc c'est un tout. Le groupe, il a su, même si voilà, il y a eu beaucoup de changements, on a su créer cette connexion, on a su créer cette unité-là pour faire une grosse saison. Et même si on a des hauts et des bas, faut se dire que bon, tout ne vient pas naturellement. Il faut du travail. C'est du travail sur plusieurs années. Et là, on est en train de construire quelque chose de costaud, en espérant qu'on validera la montée dans les prochaines semaines. Justement, la prochaine question, c'est on va parler des barrages d'accession à la Nationale 2, parce que maintenant, du coup, on va s'appeler Nationale 2, avec la nouvelle Ligue 3, face à la PMS et la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Dans quel état d'esprit le groupe aborde ces matchs décisifs? Parce que là, du coup, vous êtes en attente de votre adversaire, ça dépendra du perdant entre la PM et Nancy. Là, le titre de champion nous a un peu... voilà, donc essoufflé. Ça nous a... En plus, il y avait vraiment une magnifique ambiance avec Ernest, c'était cool. Ouais, c'était vraiment top, supporters qui se déplacent, comme j'ai dit, Sedan, c'est un club historique, mais voilà, juste une petite parenthèse pour les supporters, c'est des supporters qui sont très fidèles. Et quand on voit, nous, les matchs à domicile ou même à l'extérieur, toutes ces personnes qui se déplacent, etc., t'es pas dans un club lambda, t'es pas dans un club normal, entre guillemets. Donc ces supporters-là, ils méritaient justement ce qui leur arrive depuis des années. Ils méritaient d'avoir justement ce genre de scénario, en espérant qu'on va valider la montée. Et voilà, parce qu'ils ont toujours été derrière nous, donc faut le signaler. Et oui, les barrages, après, nous, on tombe l'APM et Nancy, deux grosses écuries, parce que l'APM a été très bon dans son championnat, Nancy a survolé son championnat. Nous, voilà, on a eu des hauts, des bas, mais on a été assez consistants. Donc je pense qu'on est trois équipes qui se ressemblent un peu. La jeunesse et la fougue de Nancy, la PMS qui ont quand même assez d'expérience avec quelques joueurs qui ont joué à un niveau supérieur. Et puis nous, on a un groupe de qualité. Donc ça va faire des matchs, des très très beaux matchs. Donc on va voir déjà à l'issue du premier match entre l'APM et Nancy. On va jouer les perdants normalement. Et puis si on arrive à gagner ce match-là, normalement ça sera bon pour la session, que ce soit Nancy ou la PMS. Franchement, le groupe, je pense, est préparé aux deux éventualités. Là, comme j'ai dit, on a soufflé après le match d'Épernay où on a eu 1-2 jours de repos pour évacuer cette joie, etc. Mais là, on est retourné au travail cette semaine pour essayer de bien préparer ces barrages-là. Et après, il y a une semaine
coupure en attendant le premier match. Et puis on attaquera la semaine de match contre Nancy ou bien la PMS. Je voulais te poser aussi une question sur drapeau vert, carton rouge, parce que c'est quand même une émission qui n'est pas commune dans un club amateur. Qu'est-ce que tu en penses, en général, de cette émission qui est gérée par Thibaut Lenoble et qui a des consultants comme, par exemple, un ami à moi, Tony Gregorio? C'est... j'ai tellement pas les mots pour dire le travail incroyable qu'ils font. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit « Ouais, vos matchs seront filmés par drapeau vert, carton rouge, etc. Donc, ça va être retransmis. » et tout ça. Je dis « Mais comment ça? Ouais, ils ont leur propre chaîne, ils se déplacent. Que des bénévoles. » Ouais. Je dis « Waouh !» Et quand je vois le travail qu'ils font, les installations qu'ils ont, mais ils font un travail mais incroyable. Incroyable. Mais tout au long de la saison, ils ont été incroyables avec nous. Que ce soit les commentaires, que ce soit les diffusions de matchs, que ce soit même souvent, forcément, nous, quand on est ceux qui jouent pas, et forcément, ils regardent sur leur téléphone, sur Facebook, etc. Donc, le travail qu'ils font, c'est un travail extraordinaire. Et moi, j'arrête pas de le dire. Je pense que ces personnes-là, il faut les féliciter parce qu'ils ont l'amour du maillot, ils ont la passion du club, et forcément, ils font un travail exceptionnel. Et c'est que des bénévoles. Faut le répéter, ils font pas ça, il n'y a aucun salarié là-dedans. Ils font ça vraiment pour le club, pour leur passion, pour suivre. Et ça, franchement, j'ai jamais vu ça de toute ma vie, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc c'est un gros félicitations à tout ce qu'ils font. Et j'espère qu'ils continueront à grandir et à, pourquoi pas, suivre le club si on arrive à monter le plus haut possible. J'espère que toutes ces personnes-là seront là. Mais en tout cas, on sait qu'eux, on a leur soutien. Je sais que le public peut compter sur eux parce que c'est les diffuseurs de nos matchs. Effectivement. Ensuite, je voulais parler de ton rôle de consultant au Graouli Mag. Pourquoi cette émission et qu'est-ce que tu apprécies dans le rôle de consultant? Ça fait combien de temps que tu le fais? Là, cette année. C'est cette année, j'ai commencé cette saison. Il y a Emeric qui m'a appelé via Bertrand Antoine. Bertrand Antoine qui m'avait demandé est-ce que ça te plairait d'être consultant. Donc j'ai dit, écoute, pourquoi pas. En plus, non seulement parler de l'actualité du FC Metz, un club que j'aime. Consultant, pourquoi? Parce que je rapproche de la fin, donc je me cherche un peu. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Donc c'est comme une petite expérience aussi pour moi de parler football et de toucher un autre métier dans le foot que sur le terrain ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est une opportunité qui m'est venue comme ça par Emeric. Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce qu'en plus ça parle du FC Metz, donc forcément ça me tenait à cœur de vouloir faire cette émission-là. Et puis voilà, je me plais dans cette émission-là. Je suis encore novice, j'ai encore un petit manque d'expérience, mais voilà, avec cette saison justement, ça va me permettre de mieux rebondir pour, j'espère, l'année prochaine, si je suis encore appelé, une meilleure saison aussi, j'espère, et des meilleures analyses aussi qu'on pourra avoir dans l'émission. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît et quelque chose que j'aimerais continuer dans le futur parce que voilà, comme j'ai dit, c'est l'actualité du FC Metz de quoi on parle et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parler football, FC Metz et voilà, ça peut que me faire grandir et m'aider dans ce que je voudrais faire plus tard. Ok, ensuite j'avais une dernière question. Aujourd'hui, quels sont encore tes objectifs sur le terrain, mais aussi tes projets, ambitions pour ton après-carrière? Donc on a pu parler un petit peu, tu aimerais bien peut-être être directeur sportif ou entraîneur. Donc, voilà, c'est directeur sportif, entraîneur, tout ce qui est football. J'ai fait ça toute ma vie. Là, tu veux jouer combien d'années encore? Jusqu'à ce que tu peux plus? Jusqu'à ce que les gens me disent non, stop, etc. Tu peux plus. Non, voilà, c'est préparer déjà l'après-carrière. Donc ça, c'est un objectif déjà premier, de me lancer dedans, dans tout ce qui est diplôme. Et on parlait de l'UNFP, j'ai l'UNFP qui peut m'aider par rapport à ça, qui ont 2-3 filiales, etc. pour pouvoir me lancer. Comme j'ai dit, j'ai Olivier Perrin qui peut m'aider, j'ai le club de Sedan qui peut m'aider. Et après, à côté, essayer de faire le maximum pour que Sedan aille au plus haut niveau possible. Donc essayer de donner aussi mon expérience au groupe, de donner le maximum sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai été nommé capitaine par Élise, la coach qui m'a fait confiance. Donc cette confiance-là, j'essaie de le rendre sur le terrain, j'essaie d'apporter un maximum. Et puis j'apprends aussi des autres joueurs avec qui je joue parce que je pense que même si on a touché le haut niveau,
ben, on ne cesse d'apprendre. Même des joueurs qui ont joué en amateur, même des joueurs qui ont joué un petit peu plus bas, ben, on continue d'apprendre, on continue de grandir, de progresser. Et moi, c'est ce que je veux véhiculer. J'ai envie d'apprendre encore, j'ai envie de grandir avec Sedan. J'ai envie que Sedan retrouve le très haut niveau. Là, l'objectif, on espère que d'ici peu, on touchera la Ligue 3, comme a pu le faire Thionville. Là, ils ont à peu près eu le même parcours. J'espère qu'on aura le même parcours que Thionville dans les prochaines années. Mais voilà, ce sera l'objectif. Si j'arrive vraiment à atteindre cet objectif-là, bah, je pense que je serai très très content. Puis après, on verra si j'arrêterai, mais voilà, on verra bien ce que l'avenir nous fait. Ok, et si tu devais définir en un mot toute ta carrière, ça serait quel mot? En un mot, toute ma carrière, ouf. Aventure. Aventure? Ouais. Bah, ça sera le Voilà. mot de la fin. Merci à toi, Allez, Yenny. merci. Ça m'a fait vraiment plaisir de Bon, faire pareil, cette hein. interview avec toi. Et puis, je remercie également Bertrand, hein, parce que c'est grâce à lui aussi que Ah j'ai pu oui, avoir c'est vrai. ton numéro. Et Il qu'on est toujours puisse, là, Bertrand. qu'on puisse rentrer en contact. Et Ouais. puis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de s'abonner également à la chaîne. Et si vous avez aussi des questions pour Yenny, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao, ciao. Il a dit petit